Jeune milliardaire stérile trouve une petite fille en fauteuil roulant en train de pleurer sur la tombe de son ex-femme. Elle lui donne une lettre et dit « Ma mère a écrit ceci pour toi ». Il commence à lire et murmure « C'est impossible, je suis infertile ». Il reste figé et se met à pleurer. Le ciel commençait à s'obscurcir quand Theo Wilder gara sa Mercedes noire devant le cimetière du Val-Fleury. 5 ans. Aujourd'hui, cela faisait exactement 5 ans. Les nuages lourds reflétèrent son humeur, pesante, sombre, inéluctable. Il ajusta machinalement sa cravate, plus par habitude que par nécessité. Tout chez Theo était méticuleusement calculé. Le costume italien sur mesure, la montre Patek Philippe, jusqu'à la façon de coiffer ses cheveux châtains foncés qui, à 34 ans, arboraient déjà quelques fils gris sur les tempes. Une fois par an, il s'autorisait ce moment de faiblesse. Une visite. Une reconnaissance silencieuse. Il attrapa le bouquet de lys blanc posé sur le siège passager. Le parfum des fleurs lui parvint, doux, pur, éphémère. Lara avait toujours préféré les lys. Tandis qu'il marchait entre les rangées de pierres tombales et de statues funéraires, Theo consulta sa montre. 17h30. Dans 1 heure, il serait de retour au cabinet pour une visioconférence avec des investisseurs à Tokyo. La vie ne s'arrêtait pas, même en ce jour. La tombe de Lara se trouvait sous un vieux chêne, simple, élégante, comme elle. Theo prit une profonde inspiration, se préparant à l'instant. 5 ans, et la douleur était toujours là. Pas aussi déchirante qu'avant, mais comme une cicatrice qui ne disparaît jamais complètement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Il y avait quelqu'un près de la tombe, une petite silhouette devant la pierre. Theo fronça les sourcils. En 5 ans, il n'avait jamais rencontré personne à cet endroit. Les rares proches de Lara vivaient loin. Et les amis, eh bien, leur mariage avait éloigné beaucoup de monde. En s'approchant, la silhouette se précisa. C'était une enfant. Une petite fille de 6 ou 7 ans peut-être, assise dans un fauteuil roulant. Ses cheveux châtain clair étaient attachés en 2 nattes inégales. Elle portait un manteau bleu clair, bien trop grand pour elle. La fillette ne le remarqua pas immédiatement. Elle était concentrée, fixant la photo de Lara sur la pierre tombale. Dans une main, elle tenait une enveloppe blanche, et dans l'autre, un petit bouquet de roses roses. Elle parlait tout bas à la photo, comme si elle lui confiait un secret. Theo s'éclaircit doucement la gorge. La petite fille se retourna, surprise. Ce fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Les yeux, c'étaient exactement ceux de Lara. Grands, expressifs, d'un vert émeraude que Theo connaissait trop bien. Un vert qui le hantait dans ses rêves. « Pardon, dit Theo, retrouvant son calme. « Je ne voulais pas te faire peur. » La fillette l'observa un instant. Son petit visage délicat affichait une expression sérieuse, presque adulte. « Tu es Theo, dit-elle. Ce n'était pas une question. » L'avocat sentit un frisson le parcourir. Comment cet enfant connaissait-elle son nom? « Oui, répondit-il avec prudence. « Et toi, tu es… » La fillette se redressa dans son fauteuil. « Je m'appelle Eva, dit-elle d'une voix claire et assurée, étonnamment confiante pour quelqu'un d'aussi jeune. Ava Martin. Martin, le nom de jeune fille de Lara. Theo sentit sa gorge se serrer. « Tu connaissais mon ex-femme » demanda-t-il, tentant de garder une voix stable. Eva regarda la photo sur la pierre, puis reporta son attention sur Theo. Ses yeux, ce vert intense, semblaient le transpercer. « C'était ma maman » répondit-elle simplement. Le monde de Theo s'arrêta. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un gong. « Ma maman, ma maman ». L'air sembla plus lourd, difficile à respirer. « Ta maman » répéta-t-il, articulant difficilement. Eva acquiesça. Sans emphase, sans larmes, juste une enfant affirmant un fait. « Elle m'a demandé de te remettre ça », poursuivit-elle, en tendant l'enveloppe blanche vers lui. « Quand je serai prête, mamie Hélène a dit que c'était le bon moment. » Theo fixa l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Son nom était inscrit dessus, d'une écriture élégante et penchée, celle de Lara. Les doigts tremblants, il saisit l'enveloppe. « Qui est avec toi? Tu es venue toute seule ?» Eva désigna une femme âgée qui attendait à quelques mètres de là, près d'un banc de pierre. Une femme que Theo n'avait pas remarquée auparavant, Hélène Martin, la mère de Lara. Elle fit un petit signe de la main,
sans s'approcher. « Mamie m'a amené », expliqua Ava. Elle a dit que c'était important. Théo ouvrit l'enveloppe avec lenteur. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier soigneusement pliée. La même écriture élégante, la même essence de Lara. « Théo, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et c'est que Ava, notre fille, est prête à faire ta connaissance. Oui, notre fille, je sais ce que tu dois penser maintenant. Que c'est impossible. Que la vie a brisé tes chances d'être père bien avant notre rencontre. Je le pensais aussi. Mais les miracles arrivent, même pour ceux qui n'y croient pas. J'ai découvert que j'étais enceinte 3 mois après notre divorce. Les médecins n'ont pas su expliquer comment. Ils ont qualifié ça de cas rare, une de ces exceptions qui défient la science. Je ne te l'ai pas dit parce que tu allais de l'avant, parce que tu disais toujours que tu ne voulais pas d'enfant, même avant de savoir que tu ne pouvais pas en avoir. Parce que j'ai cru que ce serait plus simple ainsi. Je me suis trompé. Ava mérite de connaître son père. Et toi, tu mérites de connaître la fille extraordinaire que tu as. Pardonne-moi de t'avoir caché cela. J'espère qu'un jour tu comprendras. Avec amour, Lara. Le papier tremblait dans les mains de Théo. Ses yeux le brûlaient, sa vision se brouillait. Une larme coula, puis une autre. Bientôt, son visage fut inondé, les larmes dévalant librement sur ce visage habituellement maître de lui-même. C'était la première fois qu'il pleurait depuis les funérailles de Lara. Il regarda la fillette, Eva, qu'il observait avec curiosité. « Tu l'as lu » demanda-t-elle. Théo hocha la tête, tentant de se ressaisir, sans pouvoir retenir le tremblement de sa mâchoire. « Tu es mon père » déclara Eva, aussi directement que précédemment. Il n'y avait ni accusation ni colère dans sa voix, juste la vérité simple d'un enfant. Théo sentit le monde vaciller. C'était impossible. Complètement impossible. Les médecins avaient toujours été catégoriques. Sa condition était irréversible. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la fillette. « Je suis stérile depuis mes 16 ans. Une fièvre, une complication. » Ava inclina la tête, comme si elle essayait de comprendre un problème complexe. « Maman a dit que j'étais un miracle », répondit-elle simplement, en tendant les roses dans sa direction. Théo observa les fleurs, la lettre, la fillette, ses yeux verts, la forme de son menton, la petite ride du front quand elle était concentrée, exactement comme lui. « C'est impossible », murmura-t-il à peine audible. « Je suis stérile. » Et pourtant, elle était là. Une fillette frêle dans un fauteuil roulant, avec les yeux de son ex-femme et son propre menton, lui offrant des roses et une vérité qui anéantissait tout ce qu'il croyait savoir de sa vie. Le monde de Théo Wilder, jusque-là parfaitement ordonné et maîtrisé, venait de s'effondrer entièrement. La maison d'Hélène Martin se trouvait dans un quartier tranquille à la périphérie de la ville. Une modeste construction à 2 étages, avec des murs peints dans une tonalité claire et des cadres de fenêtres blancs. Le petit jardin à l'avant était bien entretenu, avec des rosiers alignés le long d'un muret bas. Une rampe d'accès récemment installée remplaçait les 3 marches de l'entrée, le bois encore neuf, sans trace d'usure. Théo gara sa Mercedes le long du trottoir, coupa le moteur et resta assis. Ses mains agrippaient encore le volant avec force, les jointures blanches sous la pression. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au cimetière. 3 jours de nuit blanche, d'esprits confus et de questions sans réponse. 3 jours à vérifier ses anciens dossiers médicaux confirmant son état. Infertilité. Un diagnostic sans appel depuis ses 16 ans, suite à une fièvre rhumatismale compliquée. Les médecins avaient été clairs. Des chances pratiquement nulles de conception naturelle. Une sentence qu'il avait portée en silence toute sa vie d'adulte. Son assistante avait dû reprogrammer toutes les réunions de la semaine. Les associés du cabinet avaient reçu un bref message parlant d'urgence personnelle. Pour la première fois depuis des années, Théo Wilder, l'homme qui avait construit un empire juridique à partir de rien, se trouvait paralysé. « Cesse de tergiverser », se dit-il finalement en sortant de la voiture. L'air frais du matin ne l'aida pas à calmer les battements affolés de son cœur. À chaque pas vers la porte, il sentait le poids de l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, la lettre de Lara, lue et relue des dizaines de fois ces derniers jours. Il hésita un moment avant d'appuyer sur la sonnette. Le son résonna dans la maison, suivi par des pas légers s'approchant. La porte s'ouvrit. « Tu es venu »
dit Hélène Martin. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix, seulement un calme résigné. Je savais que tu viendrais. La femme que Théo avait connue des années auparavant avait considérablement vieilli. Ses cheveux, autrefois bruns comme ceux de Lara, étaient désormais entièrement blancs, attachés en un simple chignon. Les rides autour de ses yeux et de sa bouche étaient plus profondes, marque de joies et de peines vécues. Mais son regard, ce regard direct et pénétrant, était resté le même. « J'ai besoin de réponses », se contenta-t-il de dire, sans formule de politesse. Hélène acquiesça et ouvrit davantage la porte. Elle dort encore. Elle a eu une nuit agitée. Un bref coup d'œil à l'horloge murale. On peut discuter dans la cuisine. Théo entra, se sentant étrangement déplacé. L'intérieur de la maison était chaleureux, avec un mobilier simple et bien entretenu. Les murs du salon étaient couverts de photos encadrées, un contraste frappant avec l'intérieur minimaliste auquel il était habitué. Son regard fut immédiatement attiré par un grand portrait au-dessus de la cheminée. Lara souriant, tenant un bébé dans ses bras. Le nouveau-né était emmailloté dans une couverture jaune, seul son visage dépassant, les yeux fermés dans le sommeil. Lara regardait l'objectif avec une expression que Théo ne lui avait jamais vue, un mélange d'épuisement et d'une joie absolue. Son cœur manqua un battement. C'était Eva, sa fille, peut-être. Cette possibilité lui semblait toujours irréelle. La cuisine était petite, mais accueillante. Une table ronde en bois sombre au centre, entourée de 4 chaises. De petits rideaux jaunes tamisèrent la lumière qui entrait par les fenêtres. Sur le réfrigérateur, maintenu par des aimants colorés, un dessin d'enfant, une fillette aux cheveux bruns et un homme grand en costume, tous deux souriants, avec un grand cœur rouge entre eux. Hélène remarqua son regard posé sur le dessin et fit un commentaire en préparant le café. « Elle a fait ça hier soir. Elle dit qu'elle a rêvé de toi. » Théo détourna le regard, subitement mal à l'aise. L'idée qu'une enfant qu'il connaissait à peine puisse rêver de lui, le considérer comme un père, était déconcertante. Hélène prépara le café en silence, par des gestes précis et familiers. Théo s'assit, l'observant. Quand elle posa enfin une tasse fumante devant lui et s'installa de l'autre côté de la table, le silence devint trop lourd. « C'est vrai ?» demanda-t-il, allant droit au but. Hélène le regarda dans les yeux. « Oui, Eva est ta fille biologique. » Théo secoua lentement la tête. « Impossible, j'ai des rapports médicaux depuis mes 16 ans. Cette fièvre, les médecins étaient formels. Mes chances étaient quasiment nulles. »« Quasiment nulles, ce n'est pas 0. » répondit Hélène avec calme. « Et pourtant, elle est là. » Lara a découvert qu'elle était enceinte 3 mois après le divorce. Elle était aussi choquée que tu l'es maintenant. La main de Théo se crispa autour de la tasse. « Pourquoi elle ne me l'a pas dit ? J'avais le droit de savoir. »« Baisse d'un ton, répliqua Hélène d'un air sévère, jetant un coup d'œil en direction du couloir. « Je ne veux pas qu'Eva se réveille en entendant des cris. » Théo prit une grande inspiration, tentant de maîtriser la colère qui montait. « Pourquoi elle ne me l'a pas dit ?» répéta-t-il plus doucement, mais avec la même intensité. Hélène poussa un long soupir, faisant tourner le bord de sa tasse du bout des doigts. « Vous étiez déjà séparés, Théo. Le divorce avait été difficile. » « Difficile ?» Théo émit un rire amer. « C'était un enfer, mais ça n'excuse pas le fait de me cacher l'existence d'une fille. »« Lara avait ses raisons, » répondit Hélène d'un ton plus ferme. « Tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'enfant. Ça, c'était avant de savoir que je ne pouvais pas en avoir. Même après, Lara m'a parlé de la nuit où tu as reçu les résultats définitifs. Elle a dit que tu semblais presque soulagé. » Le souvenir frappa Théo comme un coup. Il avait 25 ans quand il avait finalement décidé d'examiner pourquoi, malgré des années sans protection, il n'avait jamais eu d'enfant. Le verdict définitif était tombé, infertilité. Il se rappela avoir dit à Lara, alors qu'ils étaient assis sur le lit de leur appartement, « Au moins on sait qu'on n'aura jamais à s'en préoccuper. » À l'époque, il pensait faire preuve de force, de réalisme. Ce n'était pas du soulagement, c'était un mécanisme de défense. Une manière de cacher la douleur, mais Lara l'avait perçue autrement. « Elle s'est trompée, » murmura-t-il, plus pour lui-même qu'à Hélène. Un moment de silence s'ensuivit. Hélène saisit sa tasse à 2 mains, comme pour y puiser de la chaleur malgré la tiédeur ambiante. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse,
Lara était perdue, effrayée. Elle a consulté 3 médecins. Tous ont dit la même chose. C'était un de ces cas rares, presque impossible. 1 sur 1 million. Elle fit une pause, prenant une gorgée de café avant de poursuivre. Lara a envisagé de te le dire. Elle a même appelé ton cabinet 2 fois. La première, ta secrétaire a dit que tu étais en réunion importante. La deuxième, tu étais en voyage, à Tokyo ou Hong Kong, je ne sais plus. Elle aurait dû insister, rétorqua Théo. C'est trop énorme. Puis est venue la nouvelle de ta grande affaire contre cette entreprise pharmaceutique. C'était partout dans les journaux. Le jeune avocat prodige qui peut faire tomber un géant. Lara a vu les interviews, les photos. Tu étais dans ton élément au sommet. Théo s'en souvenait parfaitement. Sa première grande affaire, celle qu'il avait révélée. Il y avait travaillé presque 20 heures par jour pendant 6 mois. C'était ce dossier qui avait lancé sa réputation et qui avait probablement brisé son mariage, même s'il ne s'en était pas rendu compte à l'époque. Et malgré ça qu'elle a décidé de ne pas me le dire. Au début, oui, elle pensait que tu n'étais pas prêt, que tu ne voulais pas de cette responsabilité, que ce serait un fardeau pour toi. Théo sentit la colère bouillir en lui. Un fardeau? Ma propre fille? Tu étais en train de bâtir ton empire, Théo. Tu travaillais 18 heures par jour. C'était l'une des raisons de votre divorce, tu te souviens? Marié à un fantôme, disait-elle. Les mots le frappèrent, car ils étaient vrais. Durant les dernières années de leur mariage, Théo rentrait à peine à la maison. Et quand il le faisait, il rapportait du travail. Lara l'avait supplié de passer du temps avec elle, de se connecter, de s'investir. Il avait toujours promis que ce serait différent après la prochaine grande affaire. Mais il y avait toujours une autre grande affaire, une nouvelle montagne à gravir. Et ensuite, demanda-t-il plus doucement, quand Ava est née, quand elle a grandi? Hélène se leva pour aller fouiller dans un tiroir près de l'évier. Elle en sortit une grande enveloppe jaunie par le temps. Lara t'a écrit, souvent, des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Elle poussa l'enveloppe vers lui. Plusieurs fois, elle s'est même rendue en voiture devant ton cabinet avec Ava. Elle restait dans la voiture, t'observait de loin. Elle n'a jamais eu le courage d'entrer. Théo prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle était lourde, pleine de lettres jamais postées. Des années de pensées non partagées. Pourquoi? La peur surtout. La peur que tu rejettes Eva. Ou pire, que tu l'acceptes par obligation et non par amour. Hélène marqua une pause, observant ses mains. Et ensuite, elle est tombée malade. Le cancer a progressé trop vite. Théo sentit un nœud dans sa gorge. Lara n'avait que 32 ans lorsqu'elle était décédée. Bien trop jeune. Et l'accident? Eva a mentionné un accident. L'expression d'Hélène changea, s'assombrissant. Une douleur ancienne se refléta dans ses yeux. Elles rentrèrent de l'hôpital après une séance de chimiothérapie. Un conducteur ivre a brûlé un feu rouge. Lara l'a vu arriver. Elle a essayé d'esquiver, mais elle prit une grande inspiration. Elle a tenté de protéger Ava de son propre corps. Sa voix se brisa. Elle lui a sauvé la vie, mais Ava a perdu l'usage de ses jambes. Lara ne s'en est jamais remise. Entre le cancer et les séquelles de l'accident, c'en était trop. Théo ferma les yeux, essayant d'assimiler tout cela. Il s'imagina Lara seule, luttant contre le cancer, s'occupant d'une enfant paraplégique, sans lui, parce qu'il ignorait tout, parce qu'elle n'avait rien dit. Dans ces derniers mois, reprit Hélène en essuyant discrètement une larme, Lara a compris qu'elle avait fait une erreur, qu'Eva aurait besoin d'un père, que tu avais le droit de la connaître. Elle montra l'enveloppe. Tout est là, les examens qui prouvent la grossesse, les photos des premières années, les résultats d'analyse ADN qu'elle a fait avant de mourir. Des analyses ADN? Elle savait que tu douterais, que tu aurais besoin de preuves. Hélène esquissa un sourire triste. Ma fille te connaissait bien, Théo. Avant qu'il ne réponde, ils entendirent un bruit dans le couloir, le frottement discret de roues sur le parquet. Eva apparut dans l'embrasure de la porte, encore en pyjama, un ensemble en coton bleu à petites étoiles blanches. Ses cheveux étaient décoiffés, son visage encore marqué par l'oreiller. « Tu es revenu » dit-elle en regardant Théo de ses yeux verts brillants, les yeux de Lara. Théo sentit quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose qui dormait depuis longtemps. « Je suis revenu » répondit-il simplement. Eva sourit, un sourire timide et doux qui illumina tout son visage.
Tu veux voir mes dessins ?» Hélène se leva. « Ava, ma chérie, d'abord le petit déjeuner. Ensuite, tu montreras tes dessins. » Ava fit une petite grimace, mais ne protesta pas. Hélène se mit à préparer le petit déjeuner. Des toasts, du jus d'orange, une pomme coupée en quartiers. « Je peux prendre du café comme vous ?» demanda Eva en regardant la tasse de Théo. « Quand tu auras 18 ans, répondit Hélène d'un ton qui montrait qu'elles avaient déjà eu cette discussion à maintes reprises. Eva poussa un long soupir dramatique. Ça va durer une éternité. Théo ne put retenir un petit sourire. Cette gamine avait de la personnalité. Pendant qu'Hélène déposait le petit déjeuner d'Ava sur la table, Théo sentit la main de la grand-mère effleurer son bras. Hélène le regardait intensément. « Ne fais pas ça, à moins d'en être sûre, » murmura-t-elle, pour qu'il soit le seul à l'entendre. Elle a déjà trop perdu, ne rentre pas dans sa vie pour en sortir après. Théo comprit l'avertissement. Il posa son regard sur Ava, qui grignotait sa tartine en les observant, puis sur l'enveloppe dans ses mains. « J'ai besoin d'être certain, » dit-il finalement. « Je veux un test ADN actuel, mon propre test. » Hélène hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « C'est compréhensible, je peux organiser ça. » Eva inclina la tête, intriguée par la conversation d'adulte. « Vous parlez de moi ?» demanda-t-elle, la bouche à moitié pleine. « Ava, on ne parle pas la bouche pleine, » la réprimanda doucement Hélène. La fillette avala rapidement. « Pardon, mamie, mais vous parlez de moi, non ?» Théo se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur. De près, la ressemblance était encore plus frappante. La forme du nez, la ligne de la mâchoire, même la façon de froncer les sourcils quand elle était perplexe, des gestes qu'il voyait dans le miroir chaque jour. « Oui, » répondit-il sincèrement. « On parle de toi, de moi, et de plein de choses compliquées qui sont arrivées avant ta naissance. Des trucs d'adulte, » dit-elle, avec une sagesse dépassant son âge. « Exactement. » Théo ne put s'empêcher de sourire un peu. « Mais je te promets que je reviendrai pour voir tes dessins. » « Promis sur le petit doigt ?» Eva tendit son auriculaire, le regard plein d'espoir. Théo hésita un instant, puis entrelaça son auriculaire avec le sien. « Promis sur le petit doigt. » Le sourire qu'elle lui offrit fut comme un rayon de soleil après la tempête. Une semaine plus tard, Théo était assis à son bureau, au 40e étage d'une tour de verre au cœur de la ville. L'endroit qui avait toujours été son sanctuaire, son centre de pouvoir, lui paraissait désormais différent, plus froid, plus vide. Le soleil de l'après-midi traversait les baies vitrées, dessinant des motifs lumineux sur le sol en marbre sombre. Sur le bureau en verre, impeccablement ordonné comme toujours, reposait une enveloppe blanche. Le logo du laboratoire était imprimé dans le coin supérieur. Son nom en lettres formelles. Les résultats du test ADN. Il avait passé toute la semaine dans un état de flottement. Incapable de travailler, de dormir, à peine de manger. Son esprit était divisé entre la possibilité d'avoir une fille, chose qu'il avait toujours jugée impossible, et la peur de se tromper, de se faire de faux espoirs. Il était allé voir Eva 2 fois cette semaine-là. Il avait découvert ses dessins, écouté ses histoires, appris qu'elle adorait les livres sur les dinosaures et détestait les petits pois, qu'elle voulait devenir astronaute ou vétérinaire. Je ne me suis pas encore décidé. Qu'elle connaissait toutes les capitales d'Europe parce qu'elle avait un puzzle représentant la carte du monde. Chaque minute passée avec elle rendait plus difficile l'idée qu'elle ne fût pas sa fille. Ses doigts touchèrent l'enveloppe, hésitant. Une partie de lui ne voulait pas l'ouvrir. L'incertitude permettait encore de rêver. Finalement, il déchira l'enveloppe. Son regard parcourut rapidement les pages de termes techniques, à la recherche de la conclusion. Lorsqu'il la trouva, il dut la relire 3 fois pour l'assimiler. Probabilité de paternité, 98%. La pièce se mit à tourner autour de lui. Théo laissa tomber le document sur le bureau et se couvrit le visage de ses mains. Son corps entier se mit à trembler, submergé par l'émotion. Eva était sa fille biologique. Le miracle que tous les médecins avaient qualifié d'impossible. Pour la première fois depuis son adolescence, ou peut-être pour la première fois de sa vie, Théo Wilder pleura à chaudes larmes. Des sanglots profonds, issus d'un endroit enfoui en lui depuis longtemps.
Il pleurait pour toutes ces années perdues à croire un mensonge sur lui-même, pour le temps gâché, pour les premiers pas qu'il n'avait pas vus, les premiers mots qu'il n'avait pas entendus, les anniversaires qu'il n'avait pas fêtés. Il pleurait pour Lara, qui avait tout affronté seule alors que ce n'était pas nécessaire. Il était si absorbé par sa douleur qu'il n'entendit pas la porte s'ouvrir. Il ne se rendit compte qu'il n'était plus seul que lorsqu'il sentit une main sur son épaule. Rachel, son assistante depuis 8 ans, le regardait avec inquiétude. En toutes ces années, elle ne l'avait jamais vu ainsi. Personne ne l'avait jamais vu ainsi. « Monsieur Wilder, est-ce que... ça va ?» Théo essuya ses yeux rapidement, mais c'était trop tard pour dissimuler ses larmes. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la semaine, » dit-il d'une voix encore étranglée. « Et pour la semaine prochaine aussi. » Rachel le dévisagea, puis jeta un œil au papier sur le bureau avant de reposer son regard sur lui. Elle hocha la tête lentement. « Bien sûr, monsieur. » Une fois la porte refermée, Théo demeura immobile un long moment. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres dans le bureau. Enfin, il attrapa son téléphone et appela Hélène. « C'est bien ma fille, » dit-il dès qu'elle décrocha. Inutile de préciser quoi que ce soit. « Je le savais, » répondit doucement Hélène. « Je peux passer demain, j'ai besoin de la voir. » Elle sera ravie. Elle parle de toi tous les jours. Lorsqu'il raccrocha, Théo s'approcha des vitres. La ville s'étendait sous ses yeux. Des millions de vies, des millions d'histoires. Et quelque part dans cette mer de lumière se trouvait une petite fille aux yeux verts qui avait bouleversé son existence. Ce qui paraissait hier encore impossible respirait désormais devant lui. Son avenir venait de changer du tout au tout en un instant. Il avait une fille, et plus rien d'autre n'avait d'importance. La routine de Théo changea radicalement dans les semaines qui suivirent. Les réunions se terminaient désormais à 17h pile. Son chauffeur connaissait déjà l'adresse. 20 minutes séparaient le centre-ville du quartier tranquille où habitaient Eva et Hélène. Au début, les visites étaient courtes, presque formelles. Théo arrivait avec des cadeaux, des livres sur les dinosaures, des puzzles du système solaire, un petit télescope. Eva les accueillait avec des yeux brillants de curiosité, mais Théo sentait bien qu'elle chérissait surtout sa présence plus que tout objet matériel. « Tu n'as pas besoin d'apporter des cadeaux à chaque fois », lui fit remarquer un après-midi Hélène, alors qu'il regardait Eva jouer dans le jardin avec un ensemble de figurines d'animaux qu'il avait apportées. « Je ne sais pas quoi faire d'autre, » avoua-t-il. « J'ai tellement de temps à rattraper. »« Du temps, » sourit doucement Hélène. « C'est exactement de ça dont elle a besoin. Pas de choses, juste ton temps. » Il prit le conseil au sérieux. Lors de la visite suivante, il arriva les mains vides, mais avec tout son après-midi de libre. Ensemble, ils montèrent un puzzle de 1000 pièces, une image de la Voie lactée. Cela prit des heures. À un moment donné, Théo se rendit compte que la nuit était déjà tombée dehors et qu'il n'avait pas consulté son téléphone une seule fois. « Je peux te poser une question ?» demanda Eva en essayant d'emboîter une pièce particulièrement difficile. « Bien sûr. Toi et maman, vous vous aimiez beaucoup ?» La question le prit au dépourvu. « Oui, » répondit-il après un moment. « On s'aimait beaucoup. » « Alors pourquoi vous êtes-vous séparés ?» Théo inspira profondément. Comment expliquer le divorce à un enfant de 6 ans? Comment parler d'éloignement émotionnel, de priorités divergentes, d'absence prolongée? Parfois, commença-t-il lentement, 2 personnes peuvent beaucoup s'aimer, mais ne parviennent pas à faire fonctionner leur relation. Comme des pièces de puzzle qui semblent s'emboîter, mais ne s'emboîtent pas vraiment. Eva hocha la tête, comme si cela était parfaitement logique. Comme cette pièce bleue qui a l'air d'aller dans ce coin du ciel, mais qui en fait va ailleurs. Exactement. Elle resta silencieuse un instant, puis dit « Maman parlait de toi. » Le cœur de Théo s'emballa. « Ah oui? Qu'est-ce qu'elle disait? » Que tu étais très intelligent, que tu travaillais beaucoup pour aider les gens, et que parfois tu avais le regard triste. Elle le regarda, comme maintenant. Depuis l'autre côté de la pièce, Hélène observait la scène en silence, tricotant ce qui ressemblait à une écharpe. Ses yeux, si semblables à ceux de Lara, reflétaient un mélange de tendresse et de préoccupation. Les visites se firent plus fréquentes, 2, 3 fois par semaine. Théo réorganisait son emploi du temps, déléguait des dossiers,
surprenait ses associés par ses demandes de congé. Pour quelqu'un qui avait toujours placé le travail au-dessus de tout, c'était une révolution. Un samedi ensoleillé, il emmena Eva au parc. Il découvrit une logistique à laquelle il n'avait jamais pensé. Vérifier l'accessibilité des chemins, s'assurer qu'il y avait des toilettes adaptées, monter et descendre le fauteuil du coffre de la voiture. Mais chaque effort fut récompensé par l'émerveillement d'Ava lorsqu'elle vit les canards sur l'étang. « Maman m'emmenait ici », dit Ava en lançant des morceaux de pain aux canards gourmands. Elle connaissait le nom de tous les oiseaux. « C'est vrai ?» sourit Théo. « Lesquels t'a-t-elle appris ?» Eva montra différents volatiles autour de l'étang en nommant chaque espèce. « Celui-là, c'est un moineau, et celui-ci un merle, et le grand au long cou, c'est un héron. » Elle s'arrêta. Maman disait que les oiseaux étaient comme de petits anges, des espions du ciel. Théo sentit un nœud dans sa gorge. C'était tout à fait le genre de choses que Lara aurait dit, poétique, pleine de fantaisie. « Ta mère était une femme très spéciale », réussit-il à dire. « Je sais », répondit simplement Eva. « Elle est au ciel maintenant, mais elle veille sur moi. » Puis, avec la spontanéité déconcertante des enfants, elle passa à un autre sujet. « On peut prendre une glace ?» Dans les semaines qui suivirent, Théo découvrit un monde nouveau à travers les yeux d'Eva. La ville qu'il connaissait depuis des années lui apparaissait différente, pleine de détails qu'il n'avait jamais remarqués. Des dessins à la craie sur les trottoirs, un vendeur de ballons sur la place, des nuages en forme d'animaux fantastiques. Plus surprenante encore était la manière dont il se sentait après chaque visite. Fatigué, certes, mais pas épuisé comme après le travail. C'était une fatigue douce, nourrissante, pleine de sens. « Tu t'attaches à elle », fit remarquer un soir Hélène, alors que Théo attendait qu'Ava finisse de se préparer pour aller se coucher. Ce n'était pas une question. « Oui », admit-il. « Elle est extraordinaire. Elle ressemble à sa mère, pas seulement physiquement, elle a le même esprit. Et quelque chose de moi aussi, ajouta Théo, s'étonnant lui-même de la fierté dans sa propre voix. Cette obstination à comprendre comment fonctionnent les choses, la façon de froncer les sourcils quand elle se concentre. Hélène sourit. Je l'ai remarqué aussi. Un silence confortable s'installa, quelque chose qui aurait été impossible quelques semaines plus tôt. Venez vivre avec moi, lâcha soudain Théo, surpris lui-même par ses paroles. Hélène haussa les sourcils. Pardon ? Ma maison est bien trop grande pour une seule personne. Il y a plus qu'assez d'espace. Je peux tout adapter pour Ava. Des rampes, un ascenseur, ce dont elle a besoin. Théo, c'est un pas énorme. Tu ne peux pas prendre une telle décision sur un coup de tête. Ce n'est pas un coup de tête. J'y pense depuis des semaines. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le petit jardin où Eva jouait dans la journée. Cette maison a beaucoup d'escaliers. La salle de bain est à l'étage. Ça doit être dur pour vous. Hélène ne nia pas. Son regard la trahissait. La fatigue accumulée à porter une enfant dans les escaliers, à adapter une maison qui n'avait pas été conçue pour un fauteuil roulant. De plus, poursuivit Théo plus doucement, je veux être présent. Je veux rattraper le temps perdu. Et ton travail ? Ta vie, demanda Hélène, inquiète. Tu as bâti un univers qui n'incluait ni enfants ni personnes âgées. Alors je vais en construire un nouveau. La détermination dans sa voix les surprit tous les deux. Un univers meilleur. À ce moment, Eva apparut à la porte du salon, déjà en pyjama, un livre d'histoire dans les mains. « Mamie, tu peux me lire celle de la princesse et du dragon ?» Puis elle remarqua l'air grave des adultes. « Tout va bien ?» Théo et Hélène échangèrent un regard. Ensuite, Hélène sourit. « Tout va très bien, ma chérie. En fait, je pense que ton père a quelque chose à te demander. » C'était la première fois qu'elle désignait Théo comme « ton père » en s'adressant à Ava. Le mot résonna dans la pièce, chargé de sens. Théo s'approcha d'Ava, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Ava, que dirais-tu de venir habiter dans ma maison, toi et mamie Hélène ?» Les yeux de la fillette s'agrandirent. « Dans ta maison immense, avec le jardin que tu as montré sur les photos ? Oui, on fera des aménagements pour que ce soit plus pratique pour toi. Et tu aurais ta propre chambre, que tu pourrais décorer comme tu voudras. » Ava regarda Hélène, puis Théo. Son petit visage affichait un sérieux étonnant pour son âge. « Mamie viendrait aussi ? » « Bien sûr. Je ne vais pas vous séparer. »
Et je pourrais emmener mes livres et Monsieur Bulls. Monsieur Bulls était un poisson rouge dans un petit aquarium posé sur la table de chevet d'Eva. Tout est livre, et Monsieur Bulls absolument. Eva sembla réfléchir un instant, puis hocha la tête avec décision. D'accord, on peut y aller. La simplicité de sa réponse fit sourire les deux adultes. Pour Ava, c'était aussi simple que ça, une nouvelle aventure avec les gens qu'elle aimait. Plus tard, quand Ava fut endormie, Hélène et Théo s'installèrent sur la terrasse, observant les étoiles apparaître peu à peu dans le ciel. « Tu es sûr de toi ?» demanda Hélène encore une fois. « C'est une grande responsabilité, un vrai bouleversement. Ma vie a déjà changé, » répondit Théo. « À partir du moment où j'ai vu Ava au cimetière, le choix était fait. Le chemin à venir, bien que parsemé d'inconnus, semblait plus clair et lumineux que n'importe quel avenir qu'il avait pu imaginer. La demeure de Théo Wilder se trouvait dans un quartier huppé, entouré d'un vaste jardin impeccablement entretenu. L'architecture imposante, 3 étages aux lignes modernes et épurées, avec des baies vitrées du sol au plafond, suscitait souvent l'admiration des visiteurs. C'était le genre de résidence qui paraît dans les magazines de décoration, un symbole de réussite et de raffinement, et de solitude. Pendant les 5 années où il y avait vécu, Théo n'avait jamais appelé ce lieu « chez moi ». C'était juste la maison, un endroit où revenir après des heures passées au cabinet. Les meubles élégants et coûteux servaient rarement. La cuisine, pourtant haut de gamme, n'était utilisée que pour réchauffer des plats préparés. Les nombreuses chambres d'amis n'accueillaient jamais personne. Maintenant, tout était sur le point de changer. « Nous avons beaucoup de travail », déclara Théo à l'architecte alors qu'ils traversèrent le rez-de-chaussée. « Je veux que tout soit adapté en 2 semaines. » L'architecte, un homme d'un certain âge qui avait déjà réalisé d'autres projets pour Théo, sembla surpris. 2 semaines pour des travaux de cette envergure? Le budget n'est pas un problème, répliqua simplement Théo. Engagez autant d'équipes qu'il faudra. Le chantier était ambitieux. Rampes aux entrées, installation d'un ascenseur desservant les 3 étages, élargissement de certaines portes, rénovation complète de 2 salles de bain pour y ajouter des barres de soutien et des douches accessibles. La grande chambre du 2e étage, la plus lumineuse, serait transformée en chambre pour Ava. « Et je veux que ce mur soit peint avec une fresque de fleurs », ajouta Théo en montrant la paroi principale de la pièce. L'architecte prit des notes sur sa tablette. « Un type de fleurs en particulier ?» Théo hésita. Quelle fleur Eva aimait-elle? Il réalisa avec une certaine tristesse qu'il ignorait encore ce genre de détails à son sujet. Des fleurs colorées et gaies, je vous confirmerai plus tard. Le soir même, en rendant visite à Eva et Hélène, il demanda l'air de rien à la fillette quelles étaient ses fleurs préférées. « Les tournesols », répondit-elle sans hésiter, « parce qu'ils sont grands et qu'ils regardent toujours le soleil. » Le lendemain, l'architecte reçut des instructions précises. La fresque devait représenter un champ de tournesols, du sol au plafond, avec quelques papillons et abeilles parmi les fleurs. Il faut donner l'impression que la fenêtre donne sur un vrai jardin, expliqua Théo. Les jours suivants furent un tourbillon de bruit, de poussière et d'activité fébrile. Théo s'impliqua dans chaque étape, vérifiant les moindres détails, exigeant des modifications s'il jugeait quelque chose inadapté. Pour un homme habitué à déléguer, son investissement étonna tout le monde. Une semaine avant l'emménagement, il emmena Ava et Hélène visiter la maison. Lorsque la voiture s'arrêta devant le portail, les yeux d'Ava s'écarquillèrent. « C'est là que tu habites ?» demanda-t-elle, ébahie. « C'est ici que nous habitons maintenant », corrigea Théo en souriant. « On entre ?» La nouvelle rampe à l'entrée principale fut la première chose qu'Eva remarqua. Large à souhait pour son fauteuil, avec une inclinaison douce qu'elle pouvait gérer elle-même. Le sourire qu'elle adressa à Théo en montant sans aide valait tous les investissements. À l'intérieur, la maison était méconnaissable. Les grands espaces froids et impersonnels avaient été égayés de couleurs et de textures plus chaleureuses. Dans la pièce principale, un canapé confortable avait remplacé le divan design, et une grande table basse invitait à y poser jeux et puzzles. Une bibliothèque flambant neuve affichait la collection de livres jeunesse que Théo avait accumulés ces dernières semaines. « Et ici » dit-il en montrant un panneau discret dans le mur. « Voilà l'ascenseur. Il nous emmènera à tous les étages. » Ava considéra l'ascenseur avec fascination. « Je peux appuyer sur le bouton ?»« Bien sûr, celui-là c'est pour monter. »
Quand les portes s'ouvrirent au deuxième étage, Théo sentit un léger trac. « Ta chambre est par ici », déclara-t-il en la guidant le long du couloir. « J'espère qu'elle te plaira. » En ouvrant la porte, la réaction d'Eva récompensa tous ses efforts. Ses yeux s'illuminèrent en découvrant la fresque de tournesol qui recouvrait le mur, si réaliste qu'on aurait cru sentir le vent les faire bouger. Le lit était à une hauteur calculée pour faciliter son transfert depuis le fauteuil. Un bureau réglable en hauteur était placé près de la fenêtre. Des étagères à sa portée exposaient livres, jeux et quelques-uns de ses jouets préférés que Théo avait récupérés dans son ancienne maison. « C'est tout pour moi ?» demanda Eva, absorbant le décor. « Rien que pour toi », confirma Théo. « Et si quelque chose ne te plaît pas, on peut le changer. » Eva secoua doucement la tête. « Je ne veux rien changer, c'est parfait. » Tandis qu'elle explorait la chambre, touchant les livres, examinant chaque détail de la fresque, Hélène s'approcha de Théo. « Tu as vraiment tout prévu », remarqua-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « J'ai essayé », répondit-il. « Mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. » Hélène sourit, posant une main sur son bras. « Nous apprenons tous, Théo. C'est ainsi que ça fonctionne. » La chambre d'Hélène était adjacente à celle d'Ava, avec une porte communicante, une demande spécifique de la grand-mère, qui craignait encore les éventuels cauchemars ou besoins nocturnes de la fillette. L'espace était élégant et confortable, dans des tons doux, avec un petit coin lecture près de la fenêtre. « Il ne manque qu'une chose », annonça Théo en les ramenant au rez-de-chaussée. Il les conduisit vers une porte donnant sur l'arrière de la maison. Cette partie n'était pas terminée quand nous avons commencé, mais ils ont fini hier. En ouvrant la porte, le jardin arrière révéla un tout nouveau visage. Des allées pavées, plates et larges, sillonnaient la pelouse, parfaite pour un fauteuil roulant. Des plates-bandes surélevées regorgeaient de fleurs et d'herbes aromatiques. Au centre, une petite fontaine émettait un doux clapotis relaxant. Et là, dans le coin le plus ensoleillé, poussait un petit champ de tournesol véritable, leur visage doré tourné vers le soleil de l'après-midi. « Pour que tu n'oublies jamais de regarder le soleil », dit doucement Théo à Eva. Les jours suivants furent consacrés au déménagement proprement dit. Meubles personnels, vêtements, livres, jouets, souvenirs. Toute la vie d'Hélène et d'Ava fut transférée dans ce nouvel espace. Théo supervisait chaque étape, veillant à ce que chaque objet précieux soit manipulé avec soin. Le premier soir officiel dans la nouvelle maison, ils dînèrent ensemble. La grande table de la salle à manger, auparavant utilisée par Théo pour étaler ses dossiers, reprit enfin sa fonction initiale. Hélène avait préparé le repas, insistant pour que ce soit sa manière de contribuer à cette nouvelle étape. Eva parlait sans s'arrêter de tout ce qu'elle prévoyait de faire dans sa nouvelle chambre, dans le jardin, des livres qu'elle voulait lire. Son enthousiasme était contagieux. Hélène ajoutait quelques commentaires, semblant elle aussi plus détendue dans ce nouveau cadre. Théo les observait, une sensation étrange lui serrant la poitrine. Cette table n'avait jamais accueilli de conversation joyeuse comme celle-ci. Ses murs n'avaient jamais résonné d'un rire d'enfant. Pour la première fois depuis l'achat de cette demeure imposante, Théo eut la sensation d'être réellement chez lui. Ni l'adresse prestigieuse, ni les meubles coûteux, ni l'architecture de premier ordre ne suffisaient à faire un foyer. C'était ça, des voix, des rires, des projets partagés, une famille. La maison, autrefois froide et vide, prenait enfin vie. Les jours dans la nouvelle maison devinrent vite des semaines. Une routine s'installa. Petit déjeuner ensemble avant que Théo ne parte au cabinet, dîners en famille, histoires avant de dormir. Hélène gérait la maison la journée, tandis qu'Ava allait dans une nouvelle école, plus proche, dotée d'équipements adaptés aux enfants à mobilité réduite. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Théo quittait le bureau à l'heure. Ses associés ne commentaient plus sa nouvelle routine. Son regard déterminé, lorsqu'il avait annoncé vouloir des horaires plus flexibles, avait coupé court à toute objection. Un dimanche après-midi, alors qu'Hélène se reposait, Théo et Ava étaient dans le jardin. Il avait installé une table adaptée pour qu'elle puisse planter ses propres graines. Eva portait de petites gants de jardinage colorés et déposait soigneusement des graines de tournesol dans des pots. Comme ça, ils seront plus petits que ceux qui sont là-bas, expliqua-t-elle en désignant les tournesols déjà adultes au fond du jardin. Et je pourrais les avoir dans ma chambre. Théo l'observait, fasciné par la gravité avec laquelle elle s'appliquait. Ses gestes étaient précis,
ses petites mains travaillant avec soin pour ne pas perdre une seule graine. « Tu aimes beaucoup les plantes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en l'aidant à arroser les pots fraîchement semés. « Oui, maman m'a appris. Elle disait que les plantes sont comme les gens. Elles ont besoin d'amour et de patience pour bien grandir. » Le cœur de Théo se serra, comme à chaque fois qu'Ava mentionnait Lara. Un mélange de douleur face à la perte et de gratitude pour l'amour que Lara avait donné à leur fille. « Ta maman était une personne très spéciale, » dit-il doucement. Ava acquiesça, ajustant la terre autour d'une graine. Elle me chantait des berceuses tous les soirs, et elle connaissait toutes les histoires sur les constellations. Un silence paisible s'installa, interrompu seulement par le chant lointain des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres. Théo se rendit compte qu'il ignorait encore tant de choses sur Ava, sur sa vie d'avant. « Ava, commença-t-il, pesant ses mots, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, » dit-elle sans détourner son attention de son travail. « Comment est arrivé l'accident? Celui qui t'a obligé à être en fauteuil roulant ?» Les petites mains d'Ava s'arrêtèrent une seconde. Elle garda la tête baissée, fixant les pots devant elle. Théo regretta immédiatement sa question. Était-ce trop tôt? Trop insensible? Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas, ajouta-t-il précipitamment. Non, ça va, répondit-elle d'une voix basse mais assurée. Elle leva finalement les yeux vers Théo. J'avais 3 ans. Elle retira ses gants, les posant soigneusement sur la table. Ses mains libres se mirent à jouer avec l'ourlet de son t-shirt, un geste que Théo avait déjà remarqué lorsqu'elle était anxieuse. On a eu un accident de voiture. Maman me ramenait de l'hôpital. L'hôpital, répéta Théo doucement. Elle suivait un traitement. Pour le cancer. Le mot semblait soigneusement appris, même si elle n'en comprenait peut-être pas totalement la portée. Il pleuvait beaucoup. Une voiture est arrivée trop vite et nous a percutés. Ses yeux verts, ceux de Lara, semblèrent se perdre dans le vide, comme si elle revivait la scène. Maman a essayé de me protéger avec son propre corps. Je me souviens qu'elle a crié mon nom et qu'elle s'est jetée sur moi. Théo sentit sa gorge se nouer. L'image de Lara, déjà malade, protégeant sa fille de tout son corps, était déchirante. Je me suis réveillé à l'hôpital, et elle n'est jamais revenue. La voix d'Eva se brisa légèrement, mais il n'y avait pas de larmes. Théo comprit qu'elle avait déjà raconté cette histoire maintes fois, apprivoisant peu à peu ce souvenir traumatique. Les médecins ont dit que je ne marcherai plus jamais, mes jambes n'obéissent plus à mon cerveau. Elle prononçait ces mots avec une simplicité poignante. Si jeune, déjà confrontée à des choses si définitives. Mais à la grande surprise de Théo, Ava esquissa un sourire, un petit sourire, mais réel. Mamie dit que maintenant, je marche avec des roues, comme un vélo magique, et que je peux aller plus vite que tout le monde si je veux. Théo ne put retenir ses larmes. La résilience de cet enfant, sa capacité à trouver la lumière dans les situations les plus sombres, était bouleversante. « Ta grand-mère est une femme très sage », parvint-il à dire. « Parfois, je rêve que je cours », poursuivit Eva avec la même naturelle. « Je cours très vite dans un champ de fleurs. C'est étrange, parce que je ne me souviens plus vraiment de ce que c'est de courir. J'étais trop petite. » Théo se rapprocha, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Ava, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu le sais ?» Elle fronça les sourcils, perplexe. « Mais je suis petite. Il y a plein de trucs que je ne peux pas faire toute seule. Le courage ne se mesure pas qu'aux muscles ou au fait de tout faire soi-même, » expliqua Théo. « C'est la façon dont on affronte les épreuves difficiles. C'est avancer même quand ça fait mal. » Eva sembla réfléchir. « Comme toi quand tu as su pour moi. Mamie m'a dit que ça a été dur pour toi de le croire. » Théo sourit, impressionné une fois de plus par la perspicacité de l'enfant. « Exact. Ça a été très dur pour moi. Mais tu as rendu les choses plus faciles avec ton sourire, ta force. » Eva tendit la main et, avec une délicatesse qui surprit Théo, essuya une larme qui coulait sur sa joue. Le geste, si adulte venant d'une fillette si petite, ne fit qu'accentuer les larmes de Théo. « Ne sois pas triste, » dit-elle. « Maman disait toujours qu'il fallait se souvenir d'elle avec de la joie, pas de la tristesse. Et maintenant, j'ai toi et mamie, et la nouvelle maison, et les tournesols. » Théo respira profondément, tentant de reprendre le contrôle. Cet enfant, sa fille,
continuait de l'étonner par sa sagesse et son envie de vivre, malgré tout ce qu'elle avait perdu. « Tu as raison, admit-il enfin. Et tu sais quoi? Je pense qu'on pourrait encore planter plus de fleurs ici. Peut-être un parterre entier, comme dans ta chambre. » Le visage d'Ava s'illumina. « On peut? De toutes les couleurs? De toutes les couleurs du monde. Et je peux aider à choisir? Bien sûr, tu seras la chef du projet Jardin. » Eva éclata de rire, ce son que Théo commençait à considérer comme le plus précieux du monde. Elle se remit à ses pots de graines, expliquant avec sérieux à Théo exactement combien de soleil et d'eau chaque graine aurait besoin. Tandis qu'il la regardait faire, Théo formula une promesse silencieuse. Il ne pouvait pas changer le passé, redonner à Ava sa mère ou l'usage de ses jambes, mais il pouvait faire en sorte que son futur soit aussi radieux que possible, qu'elle ne manque jamais d'amour, de sécurité, d'opportunité. De l'autre côté du jardin, à travers la fenêtre de la cuisine, Hélène observait sans se faire remarquer. Elle vit les larmes de Théo, le geste délicat d'Ava, la conversation intense qui se termina par des sourires. Lorsqu'elle les entendit rire ensemble, en rempotant des graines, elle ressentit une paix qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Enfin, Lara pouvait reposer en paix. Sa fille était entre de bonnes mains. La décision d'officialiser la reconnaissance d'Eva en tant que fille de Théo vint naturellement. 2 mois avaient passé depuis qu'ils habitaient ensemble, et le lien entre eux se renforçait jour après jour. Ce qui était d'abord fragile et incertain était devenu solide, aussi réel que le sang qui coulait dans leurs veines. Ce fut Hélène qui aborda le sujet la première, au dîner. « Vous avez pensé à la question du nom ?» demanda-t-elle en servant du jus à Eva. Théo fronça les sourcils. « De quel nom parles-tu ?»« Du nom de famille, » précisa Hélène. « Ava porte le nom Martin, celui de sa mère. Mais maintenant qu'elle est avec toi, je peux changer de nom, intervint Ava, les yeux grands ouverts devant cette nouvelle perspective. Théo la dévisagea, réalisant l'importance de cette décision pour la fillette. Oui, si tu le souhaites. On peut ajouter mon nom au tien. Je serai Eva Martin Wilder? Demanda-t-elle, souriant en testant cette sonorité. Exactement. Ou simplement Eva Wilder, si tu préfères. La fillette réfléchit un instant avec sérieux. Je pense que je veux les deux, pour garder un peu de maman et un peu de toi. Théo sentit un pincement au cœur. La sensibilité d'Eva, sa compréhension profonde de l'importance des noms et de ce qu'ils représentent, était extraordinaire pour une enfant si jeune. Eva Martin Wilder, répéta-t-il. Ça sonne très bien. Mais la procédure n'était pas aussi simple que d'ajouter un nom. En tant qu'avocat, Théo connaissait les formalités légales requises, la reconnaissance de paternité, puis la modification de l'acte de naissance. Des documents, des signatures, des procédures administratives. Ce soir-là, après qu'Ava se fut endormie, Théo téléphona à Martin Greaves, un collègue spécialisé en droit de la famille. Il lui expliqua la situation, la découverte tardive de sa paternité, les tests ADN, la cohabitation récente. « Je veux que ça se fasse au plus vite », conclut Théo. « Je tiens à ce que tout soit légalement reconnu, que plus personne ne doute de mes droits en tant que père. » Martin, qui connaissait Théo depuis des années, ne masqua pas sa surprise. Le Théo Wilder qu'il avait côtoyé était un bourreau de travail, sans place pour une relation sérieuse, a fortiori pour un enfant. « Je m'en charge personnellement », assura-t-il. « Compte tenu des circonstances et du test ADN, ça ne devrait pas poser de difficultés. Tu partages la tutelle avec la grand-mère maternelle pour l'instant? Oui, Hélène et moi gérons ça ensemble. Elle est formidable. Théo marqua une pause. Je veux qu'elle reste tutrice légale avec moi. C'est important pour Ava. Ça se comprend. Je vais préparer tous les documents. Avec un peu de chance, dans 2 semaines, tout sera finalisé. Grâce à l'influence de Théo et à l'efficacité de Martin, les démarches administratives avancèrent plus vite que prévu. 10 jours plus tard, tous les papiers étaient prêts pour la signature finale au greffe. Le matin du grand jour, Eva était particulièrement excitée. Elle avait choisi sa robe préférée, bleue avec de petites étoiles blanches, et demandé à Hélène de lui tresser les cheveux de façon élaborée. « Je veux être jolie pour devenir une Wilder », avait-elle expliqué avec sérieux. Théo, habitué à porter un costume impeccable tous les jours, soigna encore plus son apparence ce matin-là. Il choisit une cravate bleue pour l'assortir à la robe d'Ava,
détail qu'elle remarqua aussitôt avec un grand sourire de satisfaction. Au greffe, l'ambiance était calme en ce mardi matin. Martin les attendait à l'entrée, la pochette de documents sous le bras. Il salua Théo avec formalité, mais s'accroupit pour parler à Ava à sa hauteur. « Alors, c'est toi la fameuse Ava. Ton père ne parle que de toi au cabinet. » Eva tourna la tête vers Théo, surprise et heureuse. « C'est vrai ?» Théo sentit ses oreilles chauffer. C'était vrai. Ces derniers mois, sa conversation retombait toujours sur Eva, ses progrès à l'école, ses réflexions pleines de bon sens, ses nouveaux projets, sa personnalité pétillante. « Je parle peut-être un peu de toi, » admit-il. L'officière les accueillit avec professionnalisme, mais son regard s'adoucit en voyant Eva dans son fauteuil roulant, observant les lieux avec curiosité. « Nous allons officialiser la reconnaissance de paternité et le changement de nom, » annonça-t-elle en vérifiant les documents. Eva Martin devient officiellement Eva Martin Wilder. Théo signa aux emplacements prévus. Hélène, en qualité de représentante légale d'Ava, signa également, confirmant son accord. L'officière tamponna et enregistra le tout, puis tendit un stylo spécial à Eva. « Tu dois signer toi aussi, ma grande. Écris ton nom juste ici. » Eva prit le stylo avec admiration. Avec application, elle traça son nom en lettres majuscules, chaque caractère soigneusement formé, fruit d'exercices de calligraphie à l'école. Quand elle eut fini, elle contempla son travail avec fierté. « C'est fait », déclara l'officière en souriant. « Officiellement, tu t'appelles maintenant Eva Martin Wilder. » Eva applaudit, le visage rayonnant de joie. Hélène avait les larmes aux yeux. Martin tapota l'épaule de Théo et lui glissa un « félicitations », avant de se retirer discrètement pour leur laisser un moment en famille. En sortant du greffe, le soleil de fin de matinée les enveloppa d'une chaleur agréable. Théo poussait le fauteuil d'Ava jusqu'à la voiture, Hélène les accompagnant en tenant précieusement les nouveaux documents. « Je suis vraiment ta fille maintenant ?» demanda soudain Eva, se retournant vers Théo. Il s'arrêta, fit le tour pour se placer à hauteur de son visage. Son regard rencontra le sien. « Tu l'as toujours été », répondit-il simplement. « Ce papier, c'est juste pour que le monde le sache aussi. » Ava sourit et ouvrit les bras. Théo la serra contre lui, sentant son petit corps blotti, le parfum de son shampoing, son cœur qui battait vite comme celui d'un oiseau. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle à son oreille, la première fois qu'elle prononçait ce mot sans hésitation, sans gêne. Théo sentit quelque chose céder en lui, comme si un poids qu'il portait depuis des années fondait enfin. « Je t'aime aussi, ma fille », répondit-il, la voix tremblante. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle légèreté dans la maison. C'était comme si la reconnaissance officielle avait libéré quelque chose en chacun d'eux. Hélène paraissait plus détendue, comme délivrée d'une inquiétude secrète. Ava parlait sans cesse de son nouveau nom, s'entraînant à signer partout où elle le pouvait. Et Théo découvrait un bonheur qu'il n'aurait jamais cru possible. De nouvelles habitudes s'installèrent naturellement entre le père et la fille. Chaque matin, avant le petit déjeuner, Théo aidait Ava à faire ses exercices de kinésithérapie, des mouvements destinés à entretenir ses muscles et à prévenir l'atrophie. Il avait mémorisé chaque étape, chaque répétition, auprès du kiné. « Tu es meilleur que le docteur Patrick ?» commenta un matin Eva, alors que Théo fléchissait doucement son genou. « Il est toujours pressé. »« Eh bien, j'ai une patiente très spéciale, » répliqua Théo, en lui chatouillant le ventre, provoquant un éclat de rire. Le dimanche, ils instaurèrent la tradition du petit déjeuner spécial. Théo, qui ne savait à peine cuire un œuf avant l'arrivée d'Ava dans sa vie, se lançait maintenant dans la confection de pancakes rigolos, souvent plus proches de tâches informes que de l'animal prévu, pour le plus grand amusement d'Eva. « C'est un éléphant ou un nuage ?» demandait-elle en riant. « C'est clairement un éléphant volant sur un nuage », répliquait Théo avec un sérieux fin, déclenchant encore plus de rire. Le samedi après-midi, c'était le moment des dessins. Théo n'avait aucun don artistique, mais il adorait colorier les contours qu'Ava créait. Ils s'installaient ensemble à la grande table du salon, entourés de feuilles, de crayons de couleur et de feutres. Eva dessinait avec une concentration incroyable, la langue tirée quand elle se plongeait dans un détail. « Voilà toi au tribunal », expliqua-t-elle un jour, en lui montrant un dessin où il apparaissait avec une cape noire. « Tu défends les droits des gens. » Théo sourit,
touché par la façon dont elle idéalisait son travail, bien plus noble et héroïque que la réalité des contrats d'entreprise et des fusions-acquisitions. Quand le temps se rafraîchissait, ils instaurèrent le rituel du chocolat chaud en fin de journée. Hélène avait une recette spéciale, avec de la cannelle et une pointe de vanille. Ils s'installaient tous les trois sur la véranda, écoutant la pluie ou le vent dans les arbres, les mains autour de tasses fumantes. Eva racontait sa journée à l'école, ses nouveaux amis, ses découvertes. Parfois, elle évoquait Lara de petits détails, comme sa couleur préférée ou si elle aimait chanter. Théo et Hélène répondaient honnêtement, gardant sa mémoire vivante sans en faire un fantôme triste. Le soir venu, c'était l'heure des histoires. Théo découvrit qu'il avait un talent pour inventer des contes fabuleux, des princesses en fauteuil roulant qui sauvèrent des royaumes, des scientifiques qui exploraient des planètes lointaines, des animaux magiques qui ne parlaient qu'aux enfants spéciaux. « Encore une ?» demandait toujours Ava, même lorsque ses yeux se fermaient de fatigue. « Demain ?» promettait Théo en lui embrassant le front. « Rêve d'abord à l'histoire d'aujourd'hui, et on en fera une nouvelle demain. » Au travail, ses collègues notèrent le changement chez Théo. Lui qui arrivait le premier et partait le dernier, qui ne vivait que pour les dossiers et les clients, avait désormais des limites. Il s'en allait à l'heure, refusait certaines réunions tardives, écourtait les événements mondains. « J'ai un engagement plus important », répondait-il simplement quand on l'interrogeait. Certains clients pestèrent contre sa moindre disponibilité. Théo ne s'en inquiéta pas. Il déléguait davantage, formait son équipe à assumer des responsabilités qu'il gardait auparavant pour lui. Étonnamment, son efficacité s'en trouva renforcée. Le temps limité l'obligeait à être plus concentré, plus productif. Un après-midi particulièrement stressant au cabinet, avec un dossier complexe et des clients exigeants, Théo reçut un appel d'Hélène. « Eva veut te parler », dit-elle. « Rien d'urgent. Elle est juste impatiente de te raconter quelque chose. » La voix d'Eva déborda d'enthousiasme. « Papa, devine, j'ai gagné le concours de rédaction à l'école. La maîtresse dit que je vais recevoir un trophée vendredi. Tu pourras venir ?» Le stress de la journée s'évapora instantanément. « Je ne raterai ça pour rien au monde », assura Théo. « C'était quoi le thème de la rédaction ?»« Mon héros », répondit Eva. « J'ai parlé de toi. Je t'ai appelé mon avocat du cœur. » Quelque chose se brisa et se recomposa en Théo à cet instant. « Avocat du cœur. Oui, parce que tu défends les gens en justice, mais tu prends aussi soin de mon cœur. » La maîtresse a trouvé ça très beau. Elle a dit que c'était super créatif. Quand il raccrocha, Théo resta un moment immobile, regardant par la fenêtre de son bureau. Le soleil se couchait sur la ville, baignant les immeubles d'une lumière dorée. En contrebas, les gens se pressaient pour rentrer chez eux, dossier sous le bras, téléphone à l'oreille, chacun dans sa course quotidienne. Il avait été l'un d'eux, toujours pressé, toujours à la recherche de la prochaine affaire, de la prochaine réussite. Il vivait pour un futur qui ne venait jamais. À présent, pour la première fois, il était pleinement présent. « Avocat du cœur », murmura-t-il, sentant à la fois le poids et la douceur de ses mots. Il avait passé sa vie à bâtir une carrière brillante, enchaînant les victoires, remportant la confiance de clients puissants. Mais sa plus grande affaire, son plus grand défi et sa plus grande réussite étaient arrivés sous la forme d'une petite fille en fauteuil roulant, tenant une lettre dans un cimetière. Ce soir-là, en rentrant, Eva l'accueillit avec son nouveau surnom. « L'avocat du cœur est rentré », annonça-t-elle joyeusement, ce qui fit rire Hélène. Théo sourit, se penchant pour déposer un baiser sur le sommet de sa tête. « Alors, comment s'est passée la journée de notre écrivaine primée ?» Tandis qu'Ava racontait avec enthousiasme sa journée, Théo saisit une vérité simple et profonde. L'amour peut être complexe dans ses origines, ses complications, ses pertes. Mais dans son essence, dans sa pratique quotidienne, l'amour est étonnamment simple, c'était être présent. Écouter les récits de scolaires comme s'il s'agissait des informations les plus importantes de la planète. Parce que c'était le cas. Faire des pancakes en forme d'éléphant nuage, aider à la kinésithérapie, inventer des histoires avant de dormir, se faire appeler avocat du cœur, et réaliser qu'il avait enfin trouvé son véritable but. Et la révélation la plus grande de toutes, c'était infiniment plus gratifiant que n'importe quelle victoire professionnelle. Le zoo, le samedi, était souvent bondé,
Mais Théo avait tout planifié soigneusement. Il avait acheté les billets à l'avance, avec accès spécial pour visiteurs à besoins spécifiques. Ils arrivèrent dès l'ouverture, quand le lieu était encore relativement calme, et le soleil matinal baignait les allées d'une lumière dorée. « Où sont les lions ?» fut la première question d'Eva en franchissant les grilles. Ses nattes oscillaient au rythme de son excitation, agrémentées de rubans colorés assortis à sa robe rouge. Théo tenait le plan du zoo, qu'il déplia pour elle. « Les félins sont par là », indiqua-t-il en pointant une zone sur le plan. « Mais on va commencer ici, avec les primates, et faire une boucle pour tout voir. »« Je veux tout voir », déclara Ava, les yeux pétillants. « Absolument tout. » Théo sourit. « Alors, c'est parti. » Le zoo était bien pensé pour l'accessibilité, chemin large et plat, rampe. Ava tenait à pousser son propre fauteuil la plupart du temps, pour muscler mes bras, comme dit le kiné. Mais Théo l'aidait dans les pentes douces ou quand elle se fatiguait. Dans la zone des primates, ils s'arrêtèrent devant un groupe de gorilles. Le mâle imposant trônait au milieu de l'enclos, tandis qu'une femelle plus petite jouait avec un bébé. « Il te ressemble quand tu réfléchis à un dossier compliqué », plaisanta Ava, montrant le grand gorille à l'air sérieux. Théo éclata de rire, feignant l'indignation. « Je suis vexé, je n'ai pas l'air si renfrogné. »« Si, un peu, » insista Ava, hilar. « Surtout quand tu portes tes lunettes au bout du nez pour lire. » Théo ignorait qu'elle l'observait si attentivement. C'était étrange et merveilleux de se voir à travers le regard d'un enfant, des détails qu'il ne remarquait même pas et qu'elle captait parfaitement. Dans la section suivante, les éléphants impressionnèrent beaucoup Eva. Elle demeura longtemps silencieuse devant une éléphante qui guidait tendrement son petit avec sa trompe. « Il n'oublie jamais », finit-elle par dire. « J'ai lu ça dans un livre. Les éléphants ont une excellente mémoire. »« C'est vrai », approuva Théo. « Comme moi, » poursuivit-elle, pensive. « Je me souviens encore de maman, de son parfum, de sa voix. Même si j'étais petite quand elle est partie. » Théo ressentit ce pincement familier, une tristesse et une reconnaissance mêlées face à la façon dont Eva gérait son deuil. « C'est un cadeau, » dit-il doucement, « de pouvoir te souvenir d'elle. » Eva hocha la tête. « C'est comme un trésor invisible que j'ai en moi. » Puis, passant à autre chose, elle demanda « On peut voir les pingouins maintenant ?» Les pingouins remportèrent un succès immédiat. Eva éclata de rire en les voyant glisser dans l'eau et marcher maladroitement sur la terre ferme. Un soigneur les nourrissait et s'approcha pour échanger quelques mots avec les enfants. « Lui, c'est Freddy », expliqua-t-il en désignant un pingouin particulièrement vorace. « Il est arrivé il y a peu d'un aquarium du sud du pays. »« Il est tout seul ?» s'inquiéta Eva. « Au début, il était un peu perdu, » reconnut le soigneur. « Mais les autres pingouins l'ont vite adopté. Regarde, le plus âgé nage toujours près de lui. » Eva observa le pingouin senior semblant protéger le nouveau venu. « On dirait une famille, » murmura-t-elle. Ils déjeunèrent au restaurant du zoo, équipés de tables adaptées. Eva engloutit son sandwich en expliquant à Théo son projet scolaire sur les animaux en voie de disparition. « J'ai choisi le rhinocéros blanc, » déclara-t-elle entre deux bouchées. « Il n'en reste que 2 dans le monde, et ce sont des femelles, donc ils ne peuvent plus se reproduire. »« C'est vraiment triste, » commenta Théo. « C'est pour ça que les zoos sont importants, » poursuivit-elle avec le sérieux de quelqu'un qui explique une vérité fondamentale. « Ils protègent les animaux et apprennent aux gens à les connaître. Ma maîtresse dit qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. » Théo sourit. « Ta maîtresse est très sage. » L'après-midi se poursuivit avec la découverte des girafes. Ça doit être drôle de voir le monde d'aussi haut. Des reptiles, ils ne sont pas effrayants, ils sont juste différents. Puis enfin, les fameux lions. Le grand félin était étendu paresseusement au soleil, sa crinière dorée brillant sous la lumière. Il bâillait de temps à autre, révélant des crocs qui faisaient crier d'excitation les enfants réunis derrière la barrière. « C'est vraiment le roi », constata Eva, admirative. « Il n'a rien à faire pour être respecté, juste exister. » Théo médita sur cette réflexion. Il y avait une certaine sagesse là-dedans, sur la présence, le fait d'être plutôt que de faire. Quelque chose qu'il réapprenait lui-même, après une vie centrée sur la performance et la réussite. Le temps fila. Bientôt, ils arrivèrent aux derniers enclos. Eva montrait des signes de fatigue, mais refusait de l'avouer. Ses yeux ne brillaient plus autant.
et ses questions se faisaient plus rares. « Je crois qu'on a mérité une glace avant de partir, non ?» proposa Théo en désignant un stand près de la sortie. Le visage fatigué d'Ava s'illumina soudain. « Chocolat avec vermicelle de couleur ? Tout ce que tu veux. » Ils s'installèrent à l'ombre d'une table extérieure. Ava savoura sa glace au chocolat couverte de vermicelle colorée, tandis que Théo se contentait d'une simple vanille. Le zoo commençait à se vider, les familles rentrant chez elles après une journée bien remplie. « Merci pour cette sortie, » dit Ava, en essuyant un filet de chocolat au coin de sa bouche. Théo prit une serviette, essuya tendrement son visage. « C'était amusant, n'est-ce pas? Quel animal as-tu préféré ?» Eva réfléchit sérieusement, comme elle le faisait toujours. « J'ai aimé les éléphants, et les pingouins, et les lions. » Elle fit une pause. « En fait, je les ai tous aimés. » Théo rit. « Ça, ce n'est pas une réponse. Mais c'est vrai, » insista-t-elle en souriant. Son visage redevint soudain sérieux. Elle baissa les yeux sur sa glace à moitié fondue. « Tu sais, je n'étais jamais venue au zoo avant. »« Jamais ?» Elle secoua la tête. « Maman voulait m'y emmener, mais elle est tombée malade. Et ensuite, pas besoin de finir la phrase. » Théo ressentit de nouveau cette double peine, la tristesse pour tout ce que Lara n'avait pas pu vivre avec Ava, et la gratitude de pouvoir être là maintenant pour lui offrir ces moments. Eva leva les yeux vers lui, soudain timide. Elle mordilla sa lèvre, comme si elle rassemblait son courage pour dire quelque chose d'important. « Papa, » commença-t-elle. Le mot sonnait encore nouveau mais précieux sur ses lèvres. « Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. » Théo se figea, la cuillère en suspens. Cette phrase, si simple, prononcée avec tant de sincérité, le transperça. Le plus beau jour de toute sa vie, grâce à lui. Il sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine, jusqu'à sa gorge, puis sous ses paupières. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Il posa plutôt la cuillère, tendit la main et recouvrit la petite main d'Ava. Il baissa la tête, essayant de dissimuler les larmes qui coulèrent déjà. « Ne sois pas triste », s'inquiéta Ava, resserrant sa main dans la sienne. Théo secoua la tête, toujours incapable de lever les yeux. « Ce n'est pas de la tristesse », expliqua-t-il finalement, la voix rauque. « C'est de l'amour. »« L'amour fait pleurer ? Parfois ?» répondit-il en relevant enfin la tête pour la regarder. « Quand c'est trop grand pour tenir en nous. » Ava le considéra un instant, puis sourit, ce sourire qui illuminait tout autour. « Alors je crois que je suis à deux doigts de pleurer aussi, parce que je t'aime gros comme tout le zoo. Non, plutôt toute la ville. Non, tout le monde. » Théo rit en larmes, un rire qui libérait quelque chose de longtemps enfoui. « Si on finissait nos glaces, » proposa-t-il en essuyant ses yeux, « puis on passerait à la boutique de souvenirs pour garder un objet du meilleur jour de ta vie. »« On peut acheter un lion en peluche ?» demanda Eva avec espoir. « Un lion, un éléphant, un pingouin, tout ce que tu veux. » Tandis qu'ils terminaient leur glace sous le soleil déclinant, Théo pensa à l'imprévisibilité de la vie. Il y a moins d'un an, il errait dans sa grande maison vide, enfoui dans le travail pour ne pas ressentir le vide. Aujourd'hui, il était là avec du chocolat sur sa veste, découvrant les éléphants et les pingouins en pleurs dans une glace au zoo. Et d'une manière complètement inattendue, il vivait lui aussi le plus beau jour de sa vie. Ce dimanche après-midi était parfait, ni trop chaud ni trop frais. Un ciel d'un bleu presque irréel, avec quelques nuages blancs dérivant paresseusement. Dans le jardin, désormais pleinement adapté pour Ava, on voyait les premiers signes du printemps. Les tournesols qu'ils avaient plantés ensemble commençaient à pointer, encore petits, mais déjà tournés vers le soleil. Hélène Martin observait depuis la fenêtre du salon. Son tricot reposait sur ses genoux, oublié. Elle était absorbée par la scène dans le jardin. Théo courait sur la pelouse, poussant le fauteuil d'Ava en cercle de plus en plus rapide. Le fauteuil, spécialement renforcé pour l'extérieur, glissait sans à-coups sur le chemin pavé. « Plus vite !» criait Eva en riant. « On va dépasser la voiture numéro 7. »« Tiens-toi bien, pilote !» s'exclama Théo. Virage dangereux en vue, il prenait la courbe serrée, provoquant de nouveaux cris de joie chez Eva. Ses cheveux volèrent derrière elle, ses mains agrippées aux accoudoirs. Son visage exprimait un pur bonheur. Hélène sourit, sentant ses yeux s'embuer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de gratitude,
de soulagement et cette forme particulière de bonheur qui émerge après une longue période d'inquiétude. Pendant tant d'années, Hélène avait porté le poids de l'incertitude. Durant la période où Lara élevait seule Ava, puis quand sa petite fille était tombée malade, et enfin après le décès de Lara. La responsabilité de s'occuper d'une enfant handicapée à plus de 60 ans était effrayante. Et toujours, cette question, en faisait-elle assez? Ava aurait-elle tout ce dont elle avait besoin pour s'épanouir? À présent, en voyant cette simple scène d'un père jouant avec sa fille, Hélène sentait un vieux nœud se défaire en elle. Théo semblait si différent de l'homme qu'elle avait connu autrefois, quand il était marié à Lara. À l'époque, il souriait rarement, consultait sans cesse sa montre, l'esprit toujours ailleurs. Aujourd'hui, il était pleinement présent, ses vêtements pourtant élégants froissés et tachés d'herbe, le visage rougi par l'effort, le sourire aussi large que celui d'Ava. Comme s'il percevait son regard, Théo leva les yeux vers la fenêtre et fit un signe de la main. Ava le remarqua et agita aussi son bras avec enthousiasme. Hélène leur répondit, le cœur débordant. Peu après, la porte arrière s'ouvrit et leurs voix résonnèrent dans la maison. Eva riait encore, décrivant à Théo comment ils avaient dépassé la voiture numéro 7 à la dernière boucle. « Mamie, tu as vu, on a gagné la course !» s'exclama Eva en entrant, tandis que Théo la poussait. « Oui, ma chérie, vous alliez si vite. Papa dit qu'un jour on ira voir une vraie course. Juste pour regarder, hein? Ça a l'air chouette, répondit Hélène, ravie de son enthousiasme. J'ai soif, enchaîna Eva. Je peux aller prendre un jus dans le frigo? Bien sûr, approuva Théo. Tu veux que je vienne t'aider? Non, merci, je peux me débrouiller. Eva manœuvra son fauteuil avec assurance en direction de la cuisine. Je vous en ramène? Avec plaisir, répondit Hélène. Une fois Ava hors de vue, Hélène fit signe à Théo de s'asseoir sur le fauteuil voisin. Il était encore essoufflé par la course, ses cheveux autrefois impeccables, désormais en bataille, et des taches d'herbe ornaient ses genoux. « Théo !» dit-elle d'une voix basse, pour que la fillette n'entende pas depuis la cuisine. « Je savais que tu serais un bon père. » Il parut surpris. « Comment aurais-tu pu le savoir? Moi-même, je n'en avais aucune idée. » Hélène sourit. « Une mère sait ces choses-là. » Elle marqua une pause, comme pour choisir ses mots. « Ma fille se plaignait de ton absence, de ta froideur, mais je vois que tu as changé. » Le regard de Théo s'assombrit, la culpabilité remontant à la surface. Hélène savait qu'il portait encore la honte de ses erreurs, du temps perdu. À l'époque, Lara avait raison. J'étais aveuglé. Je croyais que la réussite était tout. Et maintenant? Théo tourna la tête vers la cuisine, d'où provenaient les bruits d'Ava qui se déplaçaient. Un sourire doux éclaira son visage. Maintenant, je sais ce qui compte vraiment. Hélène tendit la main, serrant doucement celle de Théo. Ses doigts, déformés par l'arthrite et le temps, contrastaient avec la force et la jeunesse de ceux de Théo. Pourtant, il y avait une complicité, un but commun. « Je suis en paix, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Parce qu'elle est avec toi, parce qu'à présent elle a un père. » Théo baissa les yeux. Les larmes n'étaient pas loin. Il serra la main d'Hélène en silence, ne trouvant pas les mots. Il n'en avait pas besoin. Le silence était éloquent. À cet instant, le bruit du fauteuil d'Eva résonna dans le couloir. Elle avançait en tenant une petite plateforme avec 3 verres de jus d'orange. « Je n'ai rien renversé », s'exclama-t-elle fièrement. Puis, avisant l'atmosphère émue dans la pièce, elle s'inquiéta. « Tout va bien ?»« Parfaitement bien, ma chérie, » répondit Hélène. « On discutait juste d'une chose importante. »« De quoi ?» demanda Eva, toujours curieuse. « Du fait qu'on a beaucoup de chance, » expliqua Théo, « de former une famille. » Les yeux d'Eva brillèrent. « On est une vraie famille, hein? Avec une maison et tout. »« Oui, on l'est, » confirma Hélène, lui faisant signe d'approcher. Ava fit rouler son fauteuil jusqu'à eux et se pencha pour les prendre tous les deux dans ses bras. Un bras passé autour de Théo, l'autre autour d'Hélène. Un instant, ils restèrent ainsi, unis en un cercle parfait. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, dessinant des ombres dorées sur le sol. Dehors, les jeunes tournesols poursuivaient leur lente rotation vers la lumière. À l'intérieur, le temps sembla suspendu dans cette étreinte. Hélène ferma les yeux, inspirant profondément.
Elle sentit la présence de Lara, quelque part. Pas comme un fantôme, mais comme une bénédiction discrète, une approbation. Sa fille avait toujours souhaité cela, qu'Ava ait une famille complète, un père aimant, un foyer sûr. Maintenant, ce vœu se réalisait enfin. Lorsqu'ils se séparèrent, Eva distribua les verres, veillant à ne rien renverser. « On trinque » proposa-t-elle, « comme dans les films. »« À quoi » demanda Théo avec un sourire complice. Eva réfléchit une seconde, puis leva son verre avec solennité. « À notre famille, à notre famille », répétèrent Théo et Hélène en chœur, en faisant teinter leur verre contre celui d'Ava. Le son du trinquement résonna dans la pièce ensoleillée, un son simple, mais qui marquait le début de quelque chose de précieux et durable. Cet après-midi-là resta gravé dans leur mémoire comme le moment où ils devinrent réellement une famille, pas par obligation ni par circonstance, mais par choix, par amour, un foyer réel, enfin complet. Le matin commença plus tôt que d'habitude chez les Wilder. Il faisait encore sombre quand la lumière de la chambre d'Eva s'alluma. Hélène était déjà debout, préparant tout avec la minutie de quelqu'un qui sait à quel point les rituels sont importants pour les enfants. L'uniforme neuf était soigneusement disposé sur le fauteuil. Une jupe bleu marine, une chemise blanche, un pull avec l'insigne de l'école Saint-Exupéry. À côté, le cartable déjà prêt, avec des cahiers neufs, des crayons de couleur rangés par nuances, une trousse bien garnie. Tout organisé comme Ava l'avait voulu la veille. « Tu as bien dormi ?» demanda Hélène en l'aidant à s'asseoir sur le bord du lit. Eva secoua la tête. « J'ai rêvé que j'oubliais comment parler et que personne ne me comprenait. » Hélène sourit, compatissante. Ce genre de rêve arrive quand on est nerveux pour quelque chose de nouveau. Elle commença à l'aider à enfiler ses chaussettes. « Tu es impatiente ?»« Un peu », admit Ava en mordillant sa lèvre inférieure, un tic hérité de Lara. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Et s'ils trouvent mon fauteuil bizarre ?» Hélène termina le nœud parfait au lacet de ses chaussures. « Ils vont te trouver génial parce que tu l'es. Et pour le fauteuil ?» Elle marqua une pause, plantant son regard dans celui d'Eva. « Tu te rappelles ce qu'on se dit toujours? C'est juste une façon différente de se déplacer, » récita Eva avec l'intonation d'une leçon bien sue. « Exactement. Et tu pourras toujours leur montrer tes pirouettes incroyables dans le couloir. » Eva esquissa un sourire, le premier sincère de la journée. En bas, Théo préparait le petit déjeuner avec une concentration presque obsessionnelle. Des pancakes en forme d'étoile, du jus d'orange pressé, des fruits découpés en figures amusantes. Comme si un repas parfait pouvait garantir que le premier jour d'école d'Eva se passe lui aussi parfaitement. Il était plus nerveux qu'elle, bien qu'il essayât de le cacher. Ces dernières semaines, il avait visité l'école plusieurs fois, vérifié l'accessibilité des salles de classe, parlé avec les enseignants. L'école Saint-Exupéry était l'établissement choisi après de longues recherches, la meilleure de la région pour l'inclusion, avec un personnel formé et des équipements modernes. Malgré tout, l'inquiétude l'assaillait. En tant qu'avocat, il était habitué à tout contrôler, à prévoir tous les scénarios. Mais là, envoyer sa fille dans un environnement nouveau, plein d'enfants inconnus, échappait totalement à sa maîtrise. « Petit déjeuner spécial », annonça-t-il, lorsque Eva et Hélène arrivèrent dans la cuisine. Eva, dans son uniforme impeccable, remarqua la table décorée de façon presque théâtrale et sourit. « Les pancakes ont des yeux et une bouche souriante », confirma Théo. « Des pancakes joyeux pour un premier jour joyeux. » Hélène croisa le regard de Théo par-dessus la tête d'Ava, un air complice. Tous deux tentèrent de maintenir une atmosphère légère, d'effacer leur propre anxiété pour ne pas augmenter celle de la fillette. Le petit déjeuner fut plus silencieux qu'à l'accoutumée, chacun perdu dans ses pensées. Ava picora ses pancakes souriant sans grand appétit, tandis que Théo regardait l'horloge, soucieux de ne pas être en retard tout en ne voulant pas arriver trop tôt. « Tu te souviens de ce qu'on a dit ?» demanda-t-il en l'aidant à monter en voiture. « Le moindre problème. L'école a mon numéro et celui de mamie. Tu n'auras qu'à prévenir ta maîtresse. » Eva hocha la tête, sérieuse. « Je connais vos numéros par cœur, et je sais que tu es l'avocat le plus important de la ville. Alors ils me répondront vite. » Théo sourit, amusé par sa logique. « Ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais disons qu'ils répondront vite parce que tu es l'élève la plus importante de l'école. » Hélène ajusta le cartable sur les genoux d'Ava. «
Prête à te faire de nouveaux copains? Je crois, murmura Ava, pas totalement convaincue. Puis, se souvenant de quelque chose, elle demanda « Mamie, tu seras là quand je rentrerai, hein ?»« Bien sûr, ma chérie. Je préparerai tes biscuits préférés pour le goûter. » La petite ride d'inquiétude entre les sourcils d'Ava disparut un peu. Le trajet jusqu'à l'école parut plus court que jamais. En quelques minutes, ils se retrouvèrent devant le grand portail rouge de l'école Saint-Exupéry, où des parents et leurs enfants affluaient pour la rentrée. Certains bambins pleuraient, d'autres couraient déjà vers leurs amis. Des enseignants accueillaient tout le monde avec de larges sourires. La directrice, Madame Bernard, vint à leur rencontre dès qu'elle les aperçut. Elle connaissait déjà Eva, venue plusieurs fois en visite préparatoire. « Bonjour, famille Wilder », lança-t-elle chaleureusement. « Et bonjour surtout à toi, Eva. Prête à découvrir ta classe et tes nouveaux camarades. » Eva jeta un coup d'œil à la directrice, puis au vaste préau rempli d'enfants qui la regardèrent parfois avec curiosité. Machinalement, elle saisit la main de Théo et la serra fort. « Vous nous laissez une minute ?» demanda Théo à la directrice. Madame Bernard hocha la tête, compréhensive. « Bien sûr, je vous attends là-bas. Prenez votre temps. » Quand ils furent seuls, Théo se mit à hauteur d'Ava. « Et tout va bien se passer, d'accord? Souviens-toi de ce qu'on s'est dit. Être nouveau, c'est toujours un peu dur, mais ça passe vite. »« Et s'il se moque de mon fauteuil ?» murmura Eva, exprimant sa plus grande peur. « Si quelqu'un se moque ou te blesse avec des mots, tu me le dis, et on gère ça ensemble. » Il lui prit doucement les deux mains. « Mais tu sais quoi? Je pense que tu vas être surprise. Les enfants sont souvent curieux, ils poseront des questions, mais ils acceptent généralement les différences plus facilement que les adultes. » Eva acquiesça, les yeux verts plongés dans les siens. « Et si quelqu'un me demande à propos de maman ?» Théo n'y avait pas pensé. Il eut un bref moment de flottement. « Tu dis ce que tu as envie de dire. Que ta maman est au ciel, ou que tu n'as pas envie d'en parler maintenant. Suis ton cœur. Je peux leur dire que j'ai le meilleur papa du monde, et qu'il est avocat de mon cœur. » Elle eut un petit sourire. « Et que mamie fait les meilleurs biscuits de la planète. » Le cœur de Théo se réchauffa à ces mots si simples. « Parfait. » Il arrangea délicatement le ruban dans ses cheveux. « N'oublie jamais que tu es géniale, Eva Martine Wilder, intelligente, drôle, courageuse. Ceux qui ne voudront pas être tes amis passeront à côté d'une superbe amitié. » Un sourire se forma sur son visage. « C'est vrai? Absolument. » Il se releva, lui tendant la main. « On y va ?» Eva inspira profondément, comme elle avait appris à le faire pour calmer son anxiété. « C'est parti. » Ensemble, ils rejoignirent la directrice, qui leur expliqua comment la journée allait se dérouler. Les horaires, les activités, la maîtresse qui avait prévu un accueil personnalisé. Théo poussait doucement le fauteuil d'Ava à travers la cour. Quelques enfants la regardaient avec curiosité. Une fillette aux cheveux bouclés lui fit un signe de la main, et Ava lui répondit timidement. Ils arrivèrent là où les parents devaient dire au revoir à leurs enfants. Eva serra de nouveau la main de Théo, ses yeux désormais humides. « Tu vas m'attendre » demanda-t-elle, la voix tremblante. Théo sentit sa gorge se serrer. À cet instant précis, toutes ces réunions, toutes ces obligations lui semblaient insignifiantes. Une seule chose comptait. « Toujours », dit-il avec sincérité. Eva hocha la tête, apaisée par sa réponse. Elle se pencha en avant pour l'enlacer, ses petits bras autour de son cou. « Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, ma petite étoile. » Puis elle s'éloigna dans la cour, suivant la directrice. Théo la regarda rouler vers la salle de classe, voir d'autres enfants s'approcher, curieux. Il vit le premier sourire qu'elle adressa à la fillette bouclée. Il resta planté là bien après la fermeture du portail, ressentant pour la première fois ce que des millions de parents vivent, un mélange de fierté et d'inquiétude, la conscience que plus rien ne serait comme avant. Sa fille faisait un pas de plus dans le monde, un pas loin de lui tout en l'emmenant dans son cœur. « Toujours », répéta-t-il dans un souffle, comme une promesse à Eva et à lui-même. La vie trouva un nouveau rythme chez les Wilder. 3 mois passèrent depuis le premier jour d'école d'Eva, et elle s'était déjà fait des amis, participait activement en classe, rentrait chaque jour avec 1000 anecdotes. Théo avait trouvé un équilibre entre travail et famille, déléguant encore plus de dossiers pour être rentré à temps pour le dîner. La maison, autrefois froide, était désormais pleine de vie.
et au centre de cette transformation se trouvait Hélène. Discrète et efficace, elle gérait tout, des repas réguliers aux vêtements soigneusement rangés d'Ava, en passant par les médicaments et le suivi des devoirs. Alors que Théo et Ava développèrent leur relation, Hélène était l'ancre assurant leur stabilité. Voilà pourquoi, lorsqu'ils la trouvèrent étendue sur le sol de la cuisine un mercredi matin, leur monde bascula. Théo fut le premier sur place. Il avait entendu un choc sourd suivi du bruit de vaisselle brisée, ce qui l'avait tiré du lit. Il se précipita en bas, encore en pyjama, le cœur battant. Hélène était allongée, consciente mais désorientée, une tasse cassée à quelques centimètres de sa main. Son visage était pâle, perlé de sueur. « Hélène, qu'est-ce qui t'arrive » s'écria-t-il en s'agenouillant à ses côtés pour vérifier qu'elle n'était pas blessée. « Ça va » marmonna-t-elle en essayant de se redresser. « Juste un vertige, ça va passer. » Mais en tentant de se relever, ses jambes cédèrent de nouveau. Théo la retint par les épaules pour qu'elle ne tombe pas une seconde fois. « Non, ça ne va pas. J'appelle une ambulance. »« N'en fais pas trop, » soupira-t-elle faiblement. « Je ne veux pas inquiéter Ava. » Mais la fillette était déjà là, arrêtée à l'entrée de la cuisine, les yeux agrandis par la peur. « Mamie ?» Sa voix était petite et tremblante. « Qu'est-ce qui arrive à Mamie ? Elle ne se sent pas bien, ma chérie. Je vais appeler un médecin. » Tandis que Théo composait le numéro d'urgence, Eva s'approcha d'Hélène, encore assise par terre, adossée au placard. Elle lui prit doucement la main, dans un geste d'une tendresse infinie. « Ça va aller, mamie, » dit-elle, reprenant les mêmes mots qu'elle avait entendus tant de fois de la bouche des adultes. « Les docteurs vont te soigner. » Hélène esquissa un faible sourire, serrant la main d'Eva. « Bien sûr, mon ange, ne t'inquiète pas. » Mais il y avait un voile dans son regard, une conscience que Théo perçut immédiatement. Hélène savait que ce n'était pas qu'un simple malaise passager. L'ambulance arriva 10 minutes plus tard, qui parurent une éternité. Les ambulanciers furent efficaces et bienveillants, expliquant chaque geste à Eva, qui les observait, le visage blême d'angoisse. Lorsqu'ils mirent Hélène sur la civière, elle attrapa la main de Théo. « Occupe-toi d'elle, » murmura-t-elle. « Évite-lui d'assister à... Enfin, tu comprends. » Théo acquiesça, la gorge serrée. « Je vais monter avec toi. »« Non !» Hélène refusa catégoriquement. « Reste avec Ava. Elle a besoin de toi. Fais venir la voisine pour la garder et rejoignez-moi ensuite à l'hôpital. » Théo hésita, tiraillé entre deux responsabilités. Mais le regard d'Hélène ne tolérait pas de discussion. Il acquiesça encore, à contre-cœur. Les événements s'enchaînèrent dans un flou d'agitation. Il appela Madame Lefebvre, la voisine de confiance, aida Eva à s'habiller en vitesse, tentant de maîtriser la panique. En moins d'une demi-heure, ils étaient en route pour l'hôpital. Dans la voiture, Eva resta silencieuse, fixant le paysage défilé par la fenêtre. « Mamie va s'en tirer », répéta Théo comme pour s'en convaincre lui-même. « Les médecins vont la soigner. »« Comme ils ont soigné maman ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Théo sentit un poids glacial tomber dans son estomac. Comment répondre? Comment promettre ce qu'il ne pouvait garantir? Chaque cas est différent, Eva. Ta grand-mère est forte, et maman aussi était forte, coupa la fillette, sa voix se brisant. Elle s'est battue très fort, c'est mamie qui me l'a dit, et pourtant, elle est morte. Un feu rouge lui donna un bref répit. Il se tourna pour la regarder. Moi aussi, j'ai peur, admit-il, mais on ne peut pas imaginer le pire avant même de savoir ce qu'il en est. On va rester auprès d'elle, quoi qu'il arrive. Ava hocha la tête, sans conviction. À l'hôpital, ils furent dirigés vers la salle d'attente des urgences. Il y avait déjà beaucoup de monde, des gens arborant la même expression d'inquiétude. Certains pleuraient, d'autres faisaient les 100 pas. Théo remplit des formulaires, échangea avec l'infirmière tout en essayant de rassurer Ava. 1 heure s'écoula, puis 2. Enfin, un médecin à l'air fatigué appela le nom d'Hélène. Théo poussa le fauteuil d'Ava jusqu'à lui. « Monsieur Wilder, je suis le docteur Lebrun. Votre belle-mère est stable à présent. Que lui est-il arrivé ?» Le médecin jeta un coup d'œil à Eva, hésita un instant. « Pouvez-vous venir par là ?» demanda-t-il en désignant un coin à l'écart. « Eva, attends-moi un instant, d'accord? Je reviens tout de suite. »« Non, » s'écria Ava, attirant les regards. « Je veux savoir aussi. »« C'est ma grand-mère. » Théo échangea un regard avec le médecin, qui finit par acquiescer.
Très bien, allons-y tous les trois. Dans un recoin plus calme, le docteur Lebrun expliqua la situation. Hélène avait fait un AVC ischémique, un caillot bloquant partiellement la circulation sanguine dans une zone du cerveau. Ils étaient intervenus assez vite pour limiter les dommages permanents. Mais nous avons découvert d'autres complications, poursuivit le médecin, d'un ton professionnel teinté de compassion. Sa tension artérielle est constamment élevée et il y a des signes d'insuffisance cardiaque congestive. Nous avons aussi relevé des anomalies hépatiques qui nécessitent des examens approfondis. Théo essayait de tout assimiler. Ça signifie quoi, concrètement? Elle va s'en remettre? Le médecin choisit soigneusement ses mots. Nous pouvons stabiliser son état, contrôler ses symptômes. Mais compte tenu de son âge et de la combinaison de problèmes, on parle plus de soins continus que de guérison. « Elle va mourir ?» demanda Eva, sa voix tranchant la conversation comme un rasoir. Le docteur Lebrun regarda la fillette, son expression s'adoucissant. « Pas dans l'immédiat, non. Mais ta grand-mère va avoir besoin de soins spéciaux à l'avenir. » Ava baissa la tête, ses petites mains serrant les accoudoirs du fauteuil à s'en faire blanchir les jointures. Quand elle releva le visage, des larmes coulaient silencieusement. « Je ne veux pas perdre mamie aussi, » dit-elle d'une voix brisée. « Je ne peux pas encore perdre quelqu'un. » Théo sentit son cœur se déchirer. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Ava, regarde-moi, » dit-il doucement. Quand elle leva les yeux, il poursuivit. « On va faire tout ce qu'on peut pour aider ta grand-mère. Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Et quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Jamais. Tu m'as moi, maintenant. »« Tu promets ?» demanda-t-elle, la voix enrouée. « Je te le promets de tout mon cœur. » Ava le serra alors contre elle, aussi fort qu'elle le pouvait, comme si Théo était sa bouée dans la tempête. Il sentit ses larmes imprégner sa chemise et laissa aussi couler les siennes. Les jours qui suivirent mirent leur résistance à l'épreuve. Hélène resta hospitalisée pour des examens complémentaires et l'ajustement de son traitement. Théo réorganisa complètement son emploi du temps, travaillant à distance quand c'était possible, déléguant un maximum, annulant des rendez-vous. Il se partageait entre l'hôpital, l'école d'Ava et la maison désormais vide sans Hélène. Ava, de son côté, fit preuve d'une détermination étonnante. Elle confectionna des cartes, des dessins et de petites fleurs en papier pour décorer la chambre d'hôpital de sa grand-mère. Elle demanda à faire des recherches sur ses pathologies, cherchant à comprendre. Et lors de chaque visite, elle s'efforçait de raconter des histoires drôles, de lire à voix haute, comme si elle voulait masquer ses angoisses. Mais le soir, seule avec Théo, ses barrières tombaient. Les questions fusaient sur la mort, le deuil, la peur d'être abandonnée. Des questions sans réponse simple. « Si mamie va au ciel comme maman, qui va s'occuper de nous ?» demanda-t-elle un soir, alors que Théo l'abordait. « Je veillerai sur toi, et toi sur moi, » dit-il en essayant de garder un ton rassurant. « Et mamie ne partira pas tout de suite, elle a encore beaucoup à faire ici. » Comme quoi? Comme te voir grandir, t'apprendre à faire son gâteau au chocolat inimitable. M'aider à ne pas brûler les pancakes. Un petit sourire s'esquissa sur le visage d'Ava. C'est vrai que tu brûles souvent les pancakes. Après 2 semaines, l'équipe médicale accepta qu'Hélène poursuive ses soins à domicile, sous surveillance infirmière régulière et en kinésithérapie, des soins palliatifs, même s'ils évitaient ce mot devant Eva. Théo transforma son bureau du rez-de-chaussée en chambre pour Hélène, afin qu'elle n'ait pas à monter les escaliers. Le jour de son retour fut comme une petite fête. Eva avait tout décoré. Dessins sur les murs, guirlandes de fleurs en papier sur la porte, peluches soigneusement disposées sur le lit pour lui tenir compagnie. Quand l'ambulance arriva, Eva attendait sur le pas de la porte, sa plus belle robe, un nœud dans ses cheveux. Théo comprit qu'elle voulait afficher de la force et de la joie pour sa grand-mère. Hélène semblait plus faible et amaigrie, mais ses yeux s'illuminèrent en apercevant Ava. Les ambulanciers la transférèrent dans un fauteuil roulant, provisoire, insistait-il, jusqu'à ce qu'elle retrouve des forces. « Regarde-nous toutes les deux », plaisanta Hélène, se plaçant à côté d'Ava. « On va pouvoir faire la course dans le couloir. » Ava sourit, mais ses yeux brillèrent de larmes contenues. Quand les ambulanciers s'éloignèrent et que Théo partit signer quelques papiers, elle s'approcha de sa grand-mère. « Tu m'as tellement manqué, mamie, dit-elle,
la voix tremblante. La maison n'était plus la même sans toi. Hélène serra la main de sa petite fille, les larmes au bord des paupières. Toi aussi, tu m'as manqué, mon ange, plus que tu ne peux l'imaginer. Théo revint, formant un trio autour d'elle dans l'entrée. Ils restèrent là, 3 générations réunies, chacun avec ses angoisses, ses espoirs, ses promesses. Mais unis par des liens solides. 3 générations sous un même toit. Une famille, pas forcée par les circonstances, mais choisie, soudée par l'amour. « Bienvenue chez toi, Hélène », dit doucement Théo. « Merci de m'avoir ramené », répondit-elle en balayant la pièce du regard, émue. « Merci de m'avoir ramené à la maison. » À cet instant, malgré les incertitudes à venir, il y avait une conviction inébranlable. Ils affronteraient tout ensemble, comme une famille, comme ils auraient toujours dû l'être. La maison des Wilder n'avait jamais été aussi colorée. Des ballons violets et dorés, les couleurs préférées d'Eva, flottaient au plafond du salon. Des banderoles brillantes proclamant « Joyeux anniversaire » ornèrent les murs. Sur la table, un gâteau à 3 étages, décoré d'un glaçage bleu et de petits tournesols en sucre, trônait fièrement. C'était l'anniversaire d'Ava, 7 ans, son premier anniversaire avec son père. Théo n'avait jamais organisé de fête d'enfant, mais il compensa son inexpérience par sa volonté. Au cours des dernières semaines, il avait étudié la question comme s'il s'agissait d'un dossier. Thème de fête, décoration, animation, cadeaux. Hélène, encore affaiblie mais déterminée à participer, s'occupa du menu, dirigeant depuis son fauteuil les opérations culinaires. À présent, la maison était remplie de monde. Les nouveaux amis d'Ava de l'école couraient dans le jardin, participant à des jeux animés par une intervenante déguisée en princesse astronaute. Un concept qui ne pouvait séduire que des enfants de 7 ans et qui enchantait totalement Eva. Quelques collègues de Théo discutaient sur la terrasse, tandis que les parents d'élèves se retrouvaient autour du buffet. Dans le salon, Hélène était assise dans son fauteuil, entourée de 2 vieilles amies qui venaient régulièrement depuis son retour de l'hôpital. Son visage, certes toujours marqué par la fatigue, s'illuminait dès qu'elle entendait le rire d'Eva à l'extérieur. Théo circulait entre les groupes, s'assurant que chacun ne manquait de rien. Mais son regard revenait sans cesse à Ava, sa fille, rayonnante dans son fauteuil orné de rubans, au centre d'un cercle d'enfants qui l'écoutaient, captivés, tandis qu'elle racontait une histoire très animée. « Elle a l'air si heureuse », nota Rachel, l'assistante de Théo, qui venait souvent aider depuis l'hospitalisation d'Hélène. « Tu as fait un excellent travail, Théo. » Il secoua la tête en souriant. « C'est Eva qui fait tout. Elle a un don pour trouver la joie partout. » Comme sa mère, intervint Hélène en les entendant. Lara était pareille. Elle voyait toujours le bon côté, même dans les situations difficiles. Un silence plein de tendresse tomba, troublé par l'animation de la fête. Parler de Lara ne faisait plus mal. C'était devenu un hommage serein, une présence discrète qui vivait dans la mémoire d'Eva. Quand vint le moment de chanter « Joyeux anniversaire », tous se rassemblèrent autour de la table. Eva, vêtue d'une robe bleu ciel et d'une couronne de fleurs, resplendissait. Ses yeux verts, ceux de Lara, brillaient alors que Théo allumait les 7 bougies. Les voix entonnèrent la chanson, résonnant dans la maison avec une joie communicative. Eva ferma fort les yeux pour faire son vœu et souffla d'un coup sur toutes les bougies, sous les applaudissements de l'assemblée. Tandis que le gâteau était découpé et servi, Théo leva sa coupe de jus de fruits, pas d'alcool dans une fête d'enfants, et fit teinter une cuillère contre le verre pour attirer l'attention. « J'aimerais porter un toast », déclara-t-il, la voix légèrement voilée par l'émotion. « À notre fêtée, ma fille, Eva. » Tout le monde leva son verre. « Il y a 1 an, reprit Théo, j'étais un autre homme. Je pensais avoir tout, mais je me trompais. Je pensais avoir tout. Je me trompais. » Son regard se posa sur Eva. « Parce que tout, c'est en réalité ici. Cette famille, cette maison, cette vie qu'on a créée ensemble. » Le silence se fit dans la pièce, chacun suspendu à ses paroles sincères. « À Ava, » conclut-il en levant un peu plus son verre, « qui a apporté de la lumière dans nos vies ?»« À Ava » répondirent-ils tous d'une même voix. La fillette souriait, les joues rosées par le bonheur. Après que les convives eurent repris leur conversation, elle approcha son fauteuil de Théo et Hélène, se plaçant entre eux. Elle tendit ses mains, une à chacun. Théo et Hélène les saisirent aussitôt, formant un petit cercle familial. «
Vous savez ce que j'ai souhaité avant de souffler les bougies? Demanda Eva, son regard allant de l'un à l'autre. On ne peut pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas, rappela Hélène en souriant. Celui-là, il n'a pas besoin de magie, répondit Eva avec cette sagesse enfantine qui surprenait si souvent les adultes. J'ai souhaité qu'on reste ensemble comme ça, pour toujours. Elle serra un peu plus les mains qu'elle tenait, ajoutant d'une voix douce, « Maman doit être contente que je sois avec vous. » Théo sentit sa gorge se nouer. Hélène essuya discrètement une larme. « Je suis sûre que oui, ma chérie, » répondit-elle, la voix tremblante. Eva sourit, rassurée. « On est une famille, maintenant, complète, en paix. » À cet instant, au milieu du brouhaha joyeux de la fête, unis dans ce petit cercle, Théo éprouva une certitude profonde. Le chemin qui les avait menés là était improbable, marqué par la perte et la découverte, la douleur et la joie. Mais chaque décision, chaque instant, depuis ce jour où il avait rencontré Eva au cimetière, les avait conduits là où ils devaient être. Une famille, complète, en paix. Une famille qui n'était pas née de la manière la plus traditionnelle, mais qui s'était construite jour après jour, par amour, par choix, en assumant ses imperfections et en célébrant ses bonheurs. Une famille véritable. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.